Vous écoutez la Ligue des cinémas en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et je suis toujours en compagnie de mes fidèles collaborateurs qui sont Max et Hugo. Salut les boys! What's up? Salut! Good, et passez une bonne semaine? Ouais, j'ai chargé pour ma part, vu que je viens de déménager, de la peinture, monter des bibliothèques de Ikea, ça a bien été. Mais ouais, chargé comme semaine, pareil. Et toi, Hugo? C'était quelque chose cette semaine. Je travaillais beaucoup quand même. J'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de films. Et mettons qu'un changement d'huile, ça me coûte cher ces temps-ci. Oui, effectivement. Puis il a encore percé sa femme à l'huile. Et mais hier, on a eu un gros party, Hugo. Oui, exactement. Comme c'était de l'eau, hein? C'était quelque chose. Oui, merci d'ailleurs, Mathieu, de m'avoir offert de l'eau, entre guillemets. Tu lui as donné un shooter d'eau? Il me demandait un verre d'eau, fait que j'ai rempli un verre à moitié de vodka, puis j'ai donné. Puis j'ai dit, cale-le. Fait qu'il a pensé que c'était l'eau, fait qu'il l'a calé. Il s'est étouffé. J'ai pris une gorgée. Que j'ai avalé la première gorgée, j'ai recraché l'autre, ce qui me restait. Ah, t'as pas dû aimer ça pantoute? Non. T'as-tu encore fait tu bois de la vodka? Non. Mais mettons qu'après ça, moi puis Mathieu, sans confiance, c'est-à-dire à gagner quand je demandais de l'eau, je regardais, mettons. Ouais, il me fait plus confiance. T'as brisé quelque chose, Mathieu. C'était injustifié, Hugo. Injustifié. Bref, cette semaine. Non. J'ai les auditeurs qui disent oui, c'était justifié. Donc, après ça, Hugo est coupé au montage, alors on continue. Alors, cette semaine, on critique un gros film, le nouveau film du moment au cinéma, c'est Ant-Man and the Wasp, qui est la suite du premier Ant-Man, qui est dans l'univers de Marvel. Et donc, on va parler aussi de Alien, on va parler de Gundam, on va parler d'un spin-off sur Rapide et Dangereux et beaucoup plus à l'émission. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et donc on commence par ce qu'on a vu et écouté. Et cette semaine, je laisse la parole à Max pour commencer. Alors, Max? J'ai écouté deux pornos assez sur des thèmes médiévals et sur la culture japonaise. On apprend beaucoup. C'est une culture qui est assez profonde en soi. Ah oui, c'est vrai. C'est des films qui ont beaucoup de rebondissements. Ah ouais? Ah oui, et je savais plus à quel main me donner par la suite. Mais ça fut éducatif. On parle beaucoup de la nature. C'est vraiment intéressant. Les acteurs jouent très bien leur jeu. On sont vraiment dedans. Tu sais, genre, dedans. Bref, là-dedans, t'as rien écouté. C'est ça, j'ai pas eu le temps d'écouter rien cette semaine. C'est si triste. Et toi, Hugo? Ben, j'ai le temps d'écouter un film. Non. Tu Moi, je te dis. Non. Faut pas qu'il dise ça parce que sa mère écoute le podcast. C'est ça. Ouais. J'ai écouté Le Festin de Babette. Ça sonne comme un film français, ça. C'est un film danois. Ah, danois. C'est un film danois qui est passé à la TFO. Que mes parents avaient enregistré. Puis il me dit faudrait que t'écoutes ça. Puis je fais j'ai le temps cette semaine, je vais l'écouter. C'est un beau petit film danois qui raconte l'histoire de deux vieilles dames qui racontent leur histoire comme avant. Le préambule est vraiment long, mais après ça, quand l'histoire commence, c'est un beau film où on reçoit une Française qui fuit la guerre en France. Donc c'est pendant la Révolution française. Donc elle fuit la guerre civile en France pour s'établir au Danemark. Et elle aide les deux vieilles dames dans leurs tâches quotidiennes. Et puis, son seul lien avec la France, c'est quelque chose que son cousin lui envoie. Une des deux choses, c'est entre autres un billet de loto qu'elle reçoit à chaque semaine. Et puis, à un moment donné, elle gagne un gros montant. Fait que c'est ça je raconterai pas la suite de l'histoire, mais Max, là. Mais je suis content que tu sois là, gros, parce qu'au moins tu nous fais passer pour du monde cultivé. Effectivement, donc t'as apprécié le film, Hugo? J'ai apprécié la deuxième partie du film. D'accord, merci, Hugo. Voilà. Pour ma part, Ah, mais attends, avec le cash qu'elle remporte, elle décide de leur faire un gros festin à ses deux autres. Fait que là, tu nous spoiler la fin, c'est ça? Non. C'est-tu elle qui fait à manger? C'est elle qui fait à manger. C'est elle qui fait la Tant bouffe. qu'elle a gagné à la loterie. Tu sais, c'est sûr que tout le monde ferait ça. Pour ma part, beaucoup de séries cette semaine. Le pire, c'est que j'écoute moins qu'avant du stock. Je lis plus de BD, je fais plus autre chose que d'écouter des séries. D'ailleurs, je me suis attardé à un YouTuber que tu connais, qu'on a parlé l'autre fois, l'émission Ferme-la, je crois. Ferme-la, ouais. Ferme-la, que j'ai découvert ce gars-là la semaine passée. Écoute, il fait des rubriques à chaque semaine sur des films, des séries. Et il y a une haine profonde généralement pour tout ce qui est cinéma et séries, c'est très drôle. Mais il est bon pour développer puis expliquer chaque point qui fonctionne pas. Ouais, il est capable d'amener un argument à ses comptes, là. Ouais, c'est très bien structuré, puis tu sais, même si on sent que des fois des colères, c'est pas pour détruire le cinéma, c'est plus pour montrer que les points à corriger.
J'ai écouté le dernier vidéo, c'est sur le dernier Pirate des Caraïbes. Puis il commence, puis genre, il est en tabarnak. Ah, il aime pas, hein. Puis là, il commence à gagner, si vous me demandez ce qu'il fait que là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui marche pas. Puis il va étape par étape, tout le film au complet, du début à la fin. Il explique tous les défauts des acteurs, le scénario, les effets spéciaux. Puis écoute, il fait des liens avec tous les films, puis ce gars-là, c'est un cinéphile, il est comme nous, il est un passionné, mais tu vois que lui, il a poussé la coche un peu plus haut, mais il faut dire qu'il a plus d'expérience que nous à ce domaine-là. Mais j'ai trouvé incroyable ses émissions, puis j'en ai écouté plein, puis je vais sûrement... Ça fait vraiment longtemps parce qu'il roule sa bosse, puis genre, à un moment donné, ça a explosé. Ça a juste... Ah écoute, il y a des 200 000 views sur ces vidéos-là, c'est... Oh, il a explosé, puis moi quand j'ai commencé à le suivre, dans l'époque, il travaillait pour une autre chaîne, qui était un collectif de plein de youtubeurs, puis il avait à peine la misère à atteindre les 10 000 vues, maintenant il atteint... il y en a qui ont atteint 1 million, là. Il t'a découvert, écrivez l'émission, fermez-la sur YouTube, vous allez tomber sur le chroniqueur, il est très bon. Il peut être un peu difficile de suivre au début vu que c'est un français, mais des fois il utilise des termes ou des expressions, mais dans l'ensemble ça s'écoute très bien. Puis j'adore la façon qu'il déconstruit un film ou qu'il valorise un film parce que des fois il va prendre des films que les gens n'aiment pas puis il va expliquer pourquoi ils sont bons. Exemple, le dernier Star Wars, épisode 8, beaucoup de monde n'ont pas aimé. Je suis d'accord avec lui dans tous les points. Puis il explique pourquoi le film est bon en ça, puis chaque point, puis j'ai vraiment aimé ça, puis il m'a fait encore plus aimer le film à cause de son explication. J'ai beaucoup aimé ça, fait que bref. Il a aimé Iron Man 3. Ouais. Il a dit il est meilleur que le 2, il a été fait souvent. Oh, je le défends encore. Ouais. D'ailleurs, dernière chose, il a fait une vidéo sur pourquoi l'univers Marvel c'est de la merde. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Bref. Puis il est optimiste malgré tout, après comme... Ouais. Bref, vas-y. Donc, j'ai fini Luke Cage saison 2. Il me restait 3 épisodes. Oui, go. Puis tu parles du YouTuber qui dit que l'univers Marvel c'est de la merde, mais s'il y a un sens DC en contrepartie, ou il bâche DC aussi. Ouais, DC est encore plus en maudit avec DC, mais dans l'ensemble, c'est qu'il explique que les films fonctionnent mieux quand ils sont tout seuls. Quand ils n'ont pas le relié à l'univers, ça va mieux, c'est plus créatif. Dès que les reliés à l'univers, les réalisateurs sont limités, parce qu'ils doivent se servir des images qui sont déjà présentes pour créer leur film. Ce qui fait en sorte que le dernier Spider-Man, pour lui, c'était une abomination, parce qu'il n'y avait aucune liberté artistique dans ce film-là, qu'il n'y avait aucun sens. Pourtant, les gens l'ont acclamé, on fait un nouveau Spider-Man, dans le J'ai pas aimé, moi. Ben, moi j'ai quand même apprécié, c'est sûr c'est pas le meilleur Spider-Man qu'on a eu. Bref, j'ai écouté fini la saison 2 de Luke Cage, il m'a resté 3 épisodes avant le dernier épisode qu'on a fait. Et j'ai beaucoup aimé la saison, elle a relevé le ton. Quand la saison 1, comme j'ai déjà mentionné, on l'avait déjà critiqué je crois au podcast. L'as-tu critiqué au podcast? Luke Cage? Je suis sûr si on avait fait la saison. Il me semble que oui. On a fait Jessica Jones, mais il me semble pour Luke Il me semble que vous avez fait Luke Cage. Parce que pour avoir tout écouté les épisodes, il me semble que vous avez parlé de Luke Cage. Voilà, donc la saison 2 a vraiment relevé le ton, est d'une qualité vraiment supérieure que j'ai beaucoup aimé. Et écoute, je la recommande fortement cette saison-là. Pour ceux qui ont eu de la misère avec la saison 1, ça s'améliore beaucoup. Et c'est au même niveau que le début de la saison 1 parce que la première partie de la saison 1 était super bonne. Puis après, ça perdait en qualité. Dans ce cas-ci, la qualité reste tout le long. Par contre, il y a encore beaucoup de longueur. Surtout parce qu'entre autres, il y a des épisodes qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Genre des personnes comme Max qui peut faire des épisodes de 20 minutes pour des séries. Dans ce cas-ci, 1 heure, ça peut paraître long, mais dans l'ensemble, c'est très bon. Et écoute, la fin est très surprenante, puis ça laisse une ouverture pour une 3e saison que j'espère qu'elle est d'aussi bonne qualité. Donc, j'ai hâte déjà. Et d'ailleurs, on va avoir le droit à. On l'a pas fait, Luke Cage. Ah, on l'a pas fait, Luke Cage, pardon. Et d'ailleurs, on va avoir le droit à la saison 2 de Iron Fist cet automne. Donc, espérons que celle-ci soit aussi meilleure que la saison 1. Mais dans l'ensemble, ça a l'air de s'améliorer au fil du temps pour les séries Netflix qui avaient un peu de misère la dernière année avec entre autres Iron Fist et les Defenders. C'est ça, c'est de Defender que vous avez parlé. Ah, ça, on l'a fait. Ouais, voilà. Mais bref, je la recommande chaudement. J'ai commencé la saison 3 de The Preacher, qui a commencé il y a 2 semaines. J'avais pris du retard. J'ai écouté les 2 épisodes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a un 3e qui est sorti aujourd'hui. Et c'est une série que j'adore beaucoup. J'ai découvert par hasard en faisant des recherches un peu partout dans l'univers des séries. Et dans le fond, c'est basé sur des comics. Et c'est produit par Seth Rogen, l'acteur qui aime beaucoup les comics, il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est une série vraiment très bonne, même si la saison 2 avait laissé un peu mitigé les fans. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. La saison 3 part assez bien. Il y a toujours le même univers qui mélange religion, magie, voodoo, tout ça. Très sombre, avec un petit côté humour noir. C'est vraiment très bon. Le personnage principal, l'acteur, il est excellent. Donc vraiment, c'est une série que je recommande si vous cherchez une nouvelle série, écoutez cet été, The Preacher. Vraiment très bon. J'ai commencé une nouvelle série comique, Silicon Valley. Ça fait longtemps que je l'avais sous le radar. J'avais 2-3 personnes qui m'en avaient parlé déjà depuis le temps. Je pense que la série est finie. En tout cas, il y a 5 saisons de sortie à l'heure actuelle. Et on avait parlé à quelques reprises, mais à l'époque, je ne suivais pas trop les séries comiques. Et là, c'est ma nouvelle tendance, ça s'appelle les séries policières, c'est les séries comiques. Et donc, j'ai commencé Silicon Valley, j'ai quasiment fini la saison 1, qui est de juste 8 épisodes de 20 minutes chaque. Donc, on se calme ici, j'ai pas fait un méga marathon. Et ça s'écoute très bien, comme j'ai dit, c'est 20 minutes par épisode à peu près.
Et dans le fond, Silicon Valley, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de 5 gars qui sont à Silicon Valley, l'endroit de technologie aux États-Unis, en Californie, et ils décident de créer leur propre start-up avec une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner l'univers du téléchargement. Et tu vois chaque épisode bâtir leur compagnie et les hauts et les bas parce que c'est vraiment pas évident de créer sa propre compagnie à partir de rien et de trouver de l'argent, créer un concept, tout ça. Et c'est vraiment un très bon humour. Et un des acteurs principaux de la série, c'est T.J. Miller, qu'on a pu voir dans Deadpool et qui était très drôle dans Deadpool. Et ici, écoute, il fait un pseudo Steve Jobs parce que dans le fond, lui, il possède une maison et il loue sa maison à des gens pour qu'ils viennent vivre là à Silicon Valley. Et en échange, il prend 10% des compagnies qui se créent là. Donc, ce qui arrive au début de la série, c'est qu'il y a un gars qui vient s'installer là, puis il crée un logiciel de téléchargement, et ça pogne. Fait qu'il dit pas de problème, tu peux continuer à créer ici, par contre, je possède 10% de la compagnie, mais il dit t'as rien fait? Il dit oui, je t'ai offert le logis. Fait que c'est comme un peu un Steve Jobs, puis même souvent il sort des citations à Steve Jobs, puis même à un moment donné, il s'habille comme Steve Jobs. C'est juste pour montrer à quel point il est arrogant, mais il est très bon, T.J. Miller, dans la série, ainsi que tout le casting en soi. Et par contre, je dirais qu'il y a en tout cas pour la saison 1 à date, il y a peu de personnages féminins. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est précisément on suit 5 gars et leur déboire. Même les personnages secondaires, c'est des hommes. On suit d'ailleurs 2 PDG de grosses compagnies et on voit comment ils gèrent leur argent et des fois c'est vraiment absurde. Mais l'humour est vraiment bon. Et entre autres, il y a un gag, ça spoil rien de la série, mais à un moment donné, il s'ostine. Puis on apprend qu'un des 5 gars de la gang est canadien. Puis il dit. Il dit, puis il joue de la musique, il dit, toi t'es le éclair de la musique. Non, il dit, t'es un Canadien, t'es comme Justin Bieber. Puis Justin Bieber, c'est le éclair de la musique. Puis il dit, mais non, il dit, techniquement c'est Hitler parce que Hitler joue du basson. Donc techniquement c'est Hitler, le éclair de la musique. C'est un petit gars que je trouvais drôle de. C'est un peu mal passé, puis il faisait un gag sur Hitler. C'est à chaque fois qu'on parle de cette histoire-là, c'est pas évident, mais là, c'était bien sorti, donc j'ai bien aimé les gags, mais l'humour est très bon. Et c'est dans le même genre que les séries comiques actuelles, un peu comme Big Bang Theory ou Brooklyn Nine-Nine. C'est le même genre d'humour léger, mais abordable, qui touche à la culture générale. Donc c'est vraiment une bonne série. Je finis mon tour d'horizon avec la série Monk, que j'ai enfin terminée, après 8 saisons. Merci. J'aimerais ça remercier moi-même de mes capacités incroyables de faire des marathons de série Monk. Et je dois dire que si je l'avais écouté à l'époque, à chaque semaine, je pense que j'aurais pas été capable, étant donné que l'histoire est longue à s'installer, puis il y a peu d'éléments au fur et à mesure. Mais je dois dire que j'ai rarement vu une série où je me suis attaché autant à un personnage, et surtout la fin. Écoute, j'ai versé des larmes, j'étais à la job et j'ai versé des larmes pour la fin de la série, tellement que c'était touchant. Et l'acteur principal, là, il est devenu un de mes acteurs préférés à cause de cette série-là. Il a un talent incroyable et pourtant on le voit si peu au cinéma. Et écoute, ça peut paraître banal. Je sais que vous avez peut-être de la misère à vous attacher à des personnages comme ça. Surtout si c'est policiers, les grosses séries comme ça, Max a de la misère à les suivre. Mais dans ce cas-ci, là, c'est très touchant à la fin. Puis je l'avais déjà mentionné la semaine passée, mais la fin de la série s'explique parce que dans le fond, Monk, la série commence que ça fait plusieurs années que sa femme a été assassinée. Et il n'y a pas que ça de le meurtrier. Et à chaque saison, il trouve des éléments par-ci par-là, mais ça reste flou. Et la saison 8, à la fin des 2 épisodes, il résout enfin le meurtre de sa femme. Puis c'est très émouvant, très touchant. Et dans les 2 épisodes, je les ai écoutés back-à-back au travail. Et écoute, j'étais ému. Puis à la fin, il y a même un petit montage de flashback avec plein de scènes de Monk. Et écoute, j'aurais voulu avoir d'autres saisons et le passage est tellement bon. Puis je trouve que souvent l'erreur des séries actuellement américaines, c'est qu'ils mettent trop d'épisodes. Dans leur saison, on a déjà parlé, toi puis moi, Max. Souvent, ils font des 23, même des 24 épisodes par saison. C'est des 45 minutes, 50 minutes par épisode. Puis souvent, ça étire. C'est pas bon pour toutes les séries. Ça, je le concède. Et cette série-là, c'est l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas voulu aller dans cette erreur-là. Ils faisaient des saisons de 16 épisodes. Puis généralement, les épisodes duraient 40 minutes. Donc, ça s'écoute très bien. Puis, ils ont fait 8 saisons. Mais à la base, le réalisateur, il n'avait pas prévu d'en faire autant. C'est que les gens ont aimé. Fait qu'il a continué à progresser dans la série. Mais je pense que lui, il voulait faire comme je pense, c'est 3-4 saisons. Mais ça a tellement pogné qu'il a prolongé. Mais ça s'écoute très bien. Là. Outre le fait que si on l'aurait écouté au fur et à mesure du temps, je pense que ça a été lourd dans la mesure qu'il y a peu d'éléments qui sortent sur l'histoire principale. Mais à la fin, écoute, c'est incroyable. Là. C'est vraiment très bon. Donc là, j'ai beaucoup parlé. Mais là, on va être avec une nouvelle. Puis là, je vais laisser la parole à Max, qui était très silencieux depuis un moment. Je te laissais parler, je voulais pas t'interrompre. T'as C'est des choses à gentil. dire. Ouais, c'est ça. Cette semaine, on a. C'est tranquille côté nouvelles. Habituellement, on est obligé, je me rappelle, je pense qu'il y a comme 2 semaines, on était obligé d'en couper. Parce qu'on pouvait pas tout parler, parce que sinon on finirait plus. Mais on va y aller vraiment avec les nouvelles de surface. Dans le fond, l'acteur, l'excellent acteur, Idris Elba, joint Fast and Furious. Le spin-off. Ouais, le spin-off, c'est Hobbs et. C'est Jason Statham et The Rock, dans le fond. Voilà. Dans le fond, c'est juste pour dire qu'il y a un film de ces deux-là ensemble. Idris Elba va jouer le méchant. Oh. Je suis vraiment curieux pour vrai parce que
Il reste à le bas, tout ce qu'il fait, absolument, c'est bon, à part Dark Tower. Que j'ai pas vu, mais je sais que c'est de la merde, faut vraiment pas le voir. Mais c'est surtout Matthew McConaughey dans le film qui cause problème. Ouais, mais tu sais, quand toi, qui est quand même optimiste dans la vie de tous les jours, fait ah non, c'était pas bon, Max. C'était un signe, je me tiens loin. Je veux juste ajouter que depuis que j'écoute l'émission Ferme le Lab, je suis devenu un peu plus critique parce que j'aime la façon qu'il critique les films, puis ça me fait penser beaucoup à toi. Puis il y a une façon de déconstruire les films, puis c'est vraiment très bon. Là. Il n'hésite pas à péter des cloches, c'est écœurant. Je me reconnais beaucoup dans lui, j'ai beaucoup la même opinion que lui. Sinon, je passe à l'autre nouvelle. Chucky, on en a parlé la semaine passée. Oui. On a annoncé qu'il allait avoir une série télé qui était en développement, qui était annoncée. Ça emballait beaucoup Hugo. Ouais, puis qui était Hugo. Ah ouais, ça emballait beaucoup. La conversation. Ah, ok. Mais, parce que déjà, Chucky, je trouvais que c'était déjà retardé dans le temps, puis aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus retardé. Ils refont une série, et là, cette semaine, ils ont annoncé un remake du film. Ah, mais tu sais, il y a du jus à faire, il y a de la chair. Ah. Moi, je pense que la seule direction qu'ils peuvent aller avec ça, c'est de faire comme un Annabelle, si tu veux. Ouais. Mais. Je sais pas, hein. Ben écoute, comme tu l'as dit, les derniers Chucky, je les ai même pas écoutés, puis c'était assez so-so. Même il y en avait un qui était considéré comme mauvais. Ouais, je pense que c'est le dernier. Puis après ça, Chucky, c'était ça. Parce qu'on décide de prendre une pause après, puis ça allait pas bien que Chucky. Et là, ils ont lancé une série disant qu'ils voulaient revoir le genre d'univers de Chucky. Ça va être intéressant. La question, c'est comment évoluer dans une série, parce que c'est un personnage sur courte durée. Ouais. C'est voir comment ils vont faire. D'après moi, c'est des courts épisodes. Et pour le film, j'imagine qu'ils veulent juste relancer la franchise, parce que le premier film avait beaucoup pogné à l'époque. Et ils veulent s'essayer de faire de l'argent, j'imagine. Et le genre horreur il est très à mode ces temps-ci. La preuve avec Hit qui est revenu au devant de la scène l'année passée. Ouais, on a vu la photo du casting cette semaine. Ouais, avec un très gros casting qui va être très beau à voir. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Mais pour Chucky, en tout cas, on verra. Je veux voir pas les extraits de juger, mais je me demande comment ils vont faire pour relancer la franchise. Je calculais ça, là, je pense qu'on va aller voir 7 films de philo au cinéma chaque vendredi. Ah ouais? 7 films. Ouais, je pense. J'étais allé souvent au cinéma ces derniers temps. En plus de la crèmerie, là, je pense mon cash a souvent passé soit au cinéma, soit à la crèmerie depuis le début du printemps. On est solide. Côté le blockbuster, si le monde pense qu'on fait pas des efforts pour le podcast, on est des vrais passionnés. On y va chaque semaine. Je tenais pas de Jurassic World, j'avais pas envie d'aller le voir. Tu sais, je l'ai fait pour vous autres, public. Ouais. Même toi, puis ceux qui critiquent qu'on parle trop vite. Parce que je te l'ai pas dit, toi, Hugo, moi je l'ai dit à Mathieu. Oui. Je suis tombé sur les critiques du podcast sur iTunes. On a eu des bonnes notes, il y a du monde qui disent qu'il manque pas d'épisode, puis tout ça, je trouve ça me touche. Évidemment, mais je trouve ça vraiment chaleureux de nous dire ça. Ça nous motive aussi. Mais il y a un gars qui a dit il y en a un des deux qui parle trop vite. C'est juste pas écoutable. Il y a beaucoup qui disent c'est qui? Ben, ça va être toi, Matt. Probablement moi. Moi, j'ai présumé que c'était moi, mais. Ben, j'ai tendance à parler trop vite. C'est pour ça que des fois, comme là, je fais attention à mon débit. Ouais. Mais généralement, quand je m'excite un peu, je vais parler très vite. Et surtout pour ceux qui sont pas québécois, c'est pas évident à suivre. J'ai déjà parlé avec des Français et je devais me répéter. Si tu fais l'amour, est-ce que tu parles vite, genre? Bonne question. Comme ça, vite, comme ça. Bonne question. Mais tu sais, pour continuer avec ça, on suppose que c'est Matt, mais tu sais, mes parents sont d'origine européenne et souvent mes parents doivent demander à Mathieu calme-toi, j'ai rien compris. Surtout ton père, mais ton père, le français, c'est pas sa première langue. Exactement. Ouais, il parle le japonais. Le flamand. Le flamand rose. Non, le flamand. Le néerlandais, le flamand, c'est une de ces deux langues-là. Sinon, ma dernière nouvelle, qui est une nouvelle qui est faite exprès pour faire du cash sur le dos d'une franchise, c'est, on sait tous que Jurassic World 3 s'en vient, déjà il a atteint 1 milliard. Ah, quoi, le Jurassic 3 s'en vient? Oui, comme si personne ne Après toi, c'est une machine à cash, là. Christmas, 1 milliard en 2 semaines, là, on s'entend. Pendant que Ant-Man... Ah non, j'en reviendrai. Mais non, c'est ça, dans le fond, il semble que les réalisateurs veulent racheter Sam Neill et Laura Dern, qui étaient les deux archéologues dans le premier film Jurassic Park. Et Sam Neill revenait dans Jurassic Park 3, qui était complètement mauvais, ce film-là. On dit que c'était épouvantable. C'était le seul qui était bon dans le film, c'était lui. Ah, c'était juste... Lui, le 3 a marché qu'au box-office parce que Sam Neill revenait. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jurassic World 3? Ils ramènent Sam Neill. Il y a des rumeurs, ils veulent ramener deux personnages. Comme pu être Jeff Goldblum dans Jurassic World 2. Mais je trouvais que le personnage de Jeff Goldblum dans Jurassic World 2 était plus sensé. Sa place était comme plus... Ça avait un sens au niveau du film. Elle apportait de quoi au film? Ouais, c'était pas juste pour dire c'est Jeff Goldblum. Hey, c'est un caméo! C'en est un, mais je trouvais qu'il était bien fait. Là, mais Sam Neill peut. Son personnage peut être intéressant pour la suite dans la mesure que c'était un paléologue. C'est des dinosaures, donc dans la mesure qu'il pourrait être là pour aider à gérer le nouveau problème qui va être dans le prochain film, que les dinosaures, ils vont se répandre, là, si je peux dire. Donc je pense qu'il va donner conseiller ou un truc comme ça, puis il va sûrement croiser Chris Pratt.
puis l'autre fille. Pour l'actrice, ben, j'imagine que c'est pour un caméo aussi. Je sais pas s'ils vont autant d'intérêt pour elle, surtout qu'on la voit moins cette actrice-là. Mais. Pas vrai, on l'a vu dans Star Wars de Last Jedi. T'as raison. Excusez-moi. Il nous donne voir. C'est vrai, c'est la générale qui fonce sur l'autre vaisseau. Ouais, c'est vrai. Mais bref, j'aimerais ça les revoir. Surtout qu'il y avait eu un moment de nostalgie dans le dernier Thor où que Sam Neill et Jeff Goldblum ont joué ensemble dans le même film. Ils faisaient des rôles qui se voyaient pas, mais il reste qu'ils jouent dans le même film. C'était un peu une nostalgie pour Jurassic Park. Et là, des revoirs, ce serait bien qu'ils réunissent encore pour Jurassic World, ce serait bien parce que Jeff Goldblum pourrait encore revenir pour le troisième Jurassic World, ce serait pas impossible. Quand son rôle était intéressant dans le deuxième, donc il pourrait être encore intéressant dans le troisième. À voir, mais pour l'instant, ça marche, même si les films sont so-so. C'est une machine à cash. Les gens aiment ça voir des dinosaures. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre qui est fait avec la qualité des Jurassic. Là, non, un autre film de dinosaures qui valait la peine. J'en connais pas. King Kong. Ouais, c'est vrai. Tu considères ça que King Kong comme un dinosaure? Non, dans le deuxième King Kong, lui avec Peter Jackson, ouais. Ils vont sur l'île, puis il y a des dinosaures sur l'île de King Kong. Ouais. C'est genre des longs coups, des raptors. Des T-Rex, ouais. Il y a des Je m'en T-Rex. rappelais plus. Puis c'est le King Kong qui protège les humains des dinosaures. Puis dans le dernier qu'ils ont fait, Kong de l'île du squelette, je pense, il y a des gros lézards qui ont l'air des dinosaures, mais c'est pas en tant que tel des dinosaures. J'ai toujours pas vu Kong. T'as pas vu Kong? J'ai pas vu Kong. Tu vois avant la suite de Kong versus Godzilla? Ouais, mais peut-être Ben Godzilla, ça c'est un. Je considère ça comme un truc de dinosaure. Aussi, hein? Ouais, mais pas un Godzilla, c'est un navet, là. Ben. Come on, boys. Ils ont essayé de. Le problème, c'est les côtés personnages humains qui est le problème. Ouais, c'est ça. Le couple qu'on suit dans le film, là, ça. Film de dinosaures, t'avais la série Dinotopia. Qui est passée sous le radar. Bon, mais... on va Ben, continuer. il y a Petit Pied, tant qu'elle est nommée. Les 4 petits pieds de Disney, là. Attends, L'air de glace 3. C'est 4 des dinosaures. Tu veux qu'on débatte là-dessus? Petit pied. Ah oui, je savais, merci, t'as raison. Petit pied, il y en a au moins 8. 8? Non, c'était 9. 9? Je pense que j'en ai déjà écouté 4, moi. Bref. Bref, je vais continuer à mes nouvelles. Ma première nouvelle, c'est, on parlait de Chucky, mais là, il y a une autre série qui va apparaître. C'est pour Alien. La franchise actuelle des films ne fonctionne pas bien. Et Ridley Scott, qui gère les films d'habitude de la franchise Alien, Les 14. Les 14. Les 14 petits pieds. J'ai déjà vu 4. Oh mon dieu. Le premier date de 1988. Oh mon dieu. Ah, c'est Universal Pictures qui le fait. Ah, le mec, ça fait 14 films. Tabarnouche. C'est la plus longue franchise de l'histoire du cinéma. C'est récent, il en a sorti un de 2 ans. 2016. Je me rappelle que les premiers, en plus, c'était violent. Il y avait des Ah, gens qui mouraient. Ah, à un moment donné, il y a un volcan qui part, c'est le premier que le volcan, c'est ça? Oh mon dieu. Bref, la série Alien ne va pas très bien, surtout que le dernier, Alien Covenant, qui n'a pas convaincu le public. Je l'ai vu au cinéma. J'ai apprécié quand même de voir des aliens, c'est toujours incroyable de voir ces créatures-là se battre et tout ça. Reste que l'histoire était moyenne, et aussi il faut dire que j'avais pas vu Prometheus, qui était le premier film de la nouvelle saga. Mais dans la mesure que pour les fans, les puristes d'Alien, ils n'étaient pas convaincus par la nouvelle franchise, et je peux les comprendre. Car si on regarde l'original, les 2 premiers Aliens de l'époque, c'était des films incroyables qui faisaient peur, qui étaient bons, avec un scénario profond. C'est sûr quand on va à Alien 4 avec des vaches aliens, là on peut se poser des questions. Mais oui, Hugo. Des vaches aliens. Dans le 4e, à un moment donné, ils sont comme dans une ferme, puis il y a une vache qui se fait comme transpercer par un alien, puis elle se transforme en alien, genre. Alien 4, là, vraiment? Alien 4? Ou 3, c'est lequel qui a des vaches déjà? Je sais pas, j'ai juste vu dans un puis le 2. Il me semble que c'est le 3 ou le 4. Parce qu'il y en a un des deux derniers, c'est ceux qui a fait qu'ils ont arrêté la franchise au début, c'est que ça avait plus de sens. Puis après, ils ont essayé de faire Alien vs Predator, que le premier a marché, mais le deuxième, on en reparlera. Mais bref, ils veulent faire une série TV sur Alien, que je trouve vraiment intéressant, dans la mesure qu'ils vont plus pouvoir explorer l'univers de Alien, qui est très intéressant, et qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont sortis à date, mais il en reste encore beaucoup à dévoiler. Et il pourrait tellement revenir à l'origine, faire comme un reboot, mais avec la série. Et qui sait, peut-être que Ridley Scott va embarquer aussi là-dessus pour faire la série. Car pour lui, il a déjà dit que c'est une de ses séries fétiches, Alien. Et il a toujours dit qu'il voulait faire une suite à la première franchise, mais ça n'a jamais donné encore. Mais je pense que ça peut être l'avenir pour Alien, surtout que Alien va être racheté par Disney parce que ça appartient à Fox. Donc il y a des fortes chances qu'on ne voit pas d'Alien avant des années. Donc si ça va en série TV, je pense que les chances seraient meilleures. Donc moi, je vois ça d'un bon oeil, personnellement. Pour ceux qui aiment la franchise Alien, moi j'ai toujours trippé ces aliens. Predator aussi. D'ailleurs, petite parenthèse sur Predator, vu qu'on fait un lien comme ça. Je me suis remis à jouer à le dernier Ghost Recon et il y a un DLC gratuit qui était d'affronter le Predator. Ouais. Il est pas tuable. Ouais, le temps qui est vraiment dur. Écoute, on était 3 joueurs dessus, puis écoute, c'est comme dans le film. Tu te promènes dans une jungle, puis là, tu suis des traces de sang vert fluorescent, tu trouves un vaisseau, tu entends des bruits, tu continues,
tu vas grimper un arbre, là, t'essaies de le suivre, il se téléporte, il tire des lasers, il lance des grenades. Écoute, c'était un carnage. Il est fucking trop fort que la part. J'ai joué une mission avec Splinter Cell aussi. Ouais, je l'ai pas encore fait celle-là, mais t'as Sam Fisher qui est un de tes boss dans le jeu maintenant à cause de. Ils ont mélangé les franchises, puis t'as un costume aussi pour quand tu joues en multijoueur en ligne. Bref, je continue. Parlant d'adaptation, une autre adaptation que j'étais full excité, Marc, je sais, tu m'en as parlé quand je t'ai montré la nouvelle, c'est sur la série Gundam. Après que tu avais vu le Gundam dans Ready Player One, ça t'a excité de revoir cet univers-là, un peu à la manière des Transformers. C'est fait par les mêmes studios qui ont fait les Godzilla et les King Kong de ce monde. Ils veulent passer une nouvelle franchise avec les studios qui possèdent la franchise Gundam. Et dans le fond, Gundam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime très populaire au Japon, qui a eu sa popularité ici dans les années 80-90. J'ai déjà écouté des épisodes. Et dans le fond, c'est un anime où on suit des gens qui ont des mechas, donc des robots. Ils se servent de ça pour se combattre, autant sur des planètes que dans l'espace. Et ça fait des combats assez incroyables. Et c'est vraiment très complexe, c'est un très gros anime. Je sais pas combien ils ont sorti de saison, mais il est très populaire. Et c'était pas la première fois que j'en entendais parler, dans la mesure que là, ils parlent de plein d'animes qui veulent l'adapter en vrai, comme One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball, qui ont déjà fait. Death Note récemment aussi. Et là, ils veulent aller avec Gundam. Est-ce que ça va être bon? Je miserais plus sur le fait que ce serait pas bon, dans la mesure que à chaque fois qu'ils essaient de faire un anime, ça marche pas. Il n'y en a pas vraiment qui ont réussi à ce jour. Donc j'espère qu'ils vont réussir quelque chose d'intéressant, mais dans la mesure que je pense pas. C'est très casse-gueule de faire des animes. Même un des succès mieux tiré récemment, c'est Ghost in the Shell, puis il était critiqué à cause du choix de l'actrice. Ils ont pas critiqué le film en soi, mais le choix de l'actrice. Je pense que je l'avais déjà parlé au podcast, mais il y avait une interview avec du monde du Japon en demandant qu'est-ce que vous pensez que ça soit Scarlett Johansson, eux autres, ils trippaient bien raide que ça soit elle. Genre, c'était comme, wow, c'était un honneur qu'un de notre produit culturel, ça soit genre Scarlett Johansson. Tu sais, comme quoi que les coulisses sont lourds, là. D'ailleurs, petite parenthèse sur Scarlett Johansson, une nouvelle qu'on n'a pas mentionnée, mais qui fait jaser en ce moment. Scarlett Johansson a accepté de jouer un rôle de transgenre dans un film qui va sortir l'année prochaine. Et la communauté des transgenres a chialé en disant qu'ils n'ont pas choisi un transgenre pour faire un transgenre, mais qu'ils ont plutôt choisi Scarlett Johansson, qui est une femme, pour faire un transgenre. Et là, ça fait débat. Car il y a plus en plus d'acteurs transgenres dans l'univers du cinéma. Ils trouvent ça injuste qu'il ne soit pas évidemment un acteur transgenre pour représenter la communauté des transgenres. Donc il y a un débat ici. Pour moi, ça ne me dérange pas en tant que tel parce que Scarlett Johansson est connue. Elle peut permettre ici d'atteindre un plus large public, un peu comme Ghost in the Shell. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Je pense que je ne partirais pas sur le débat là parce qu'on pourrait en parler des heures. Ouais, ça n'empêche pas d'en avoir d'autres. Oui, non, c'est ça, ça n'empêche pas d'en mettre d'autres. Mais dans la mesure que le rôle principal était donné à elle, il y a tout le temps des débats à chaque fois des films comme ça. Hein. Mais je vais le mentionner parce que j'ai vu passer ça 2-3 fois sur mes réseaux sociaux. Donc je vais le mentionner. Bref, autre nouvelle, il m'en reste deux. Miles Tyler a été choisi pour faire le fils de Tom Cruise dans Top Gun 2. Ouais, Top Gun Maverick, je pense que ça va. Maverick, ouais. Qui est très attendu car le premier était un classique culte du cinéma que j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté plusieurs fois dans ma vie avec Tom Cruise à l'époque qui commençait à être badass dans ses films. Ouais, Val Kilmer aussi a confirmé son retour. Ouais, Val Kilmer et l'actrice principale aussi, que j'oublie le temps son nom, qui va revenir. Et donc là, il y avait plusieurs acteurs qui étaient en liste pour faire le fils, et finalement c'est Miles Tyler, qui est un bon acteur, qui est surreprésenté au cinéma. Il a fait quelques rôles récemment, entre autres dans Les 4 Fantastiques, la dernière version. Ah, mais c'est lui qui joue dans Wish Place. Oui, Wish Place, que j'ai adoré, j'ai écouté je pense 3 fois back-à-back avec mes parents. Ma mère était même aimée qu'elle a acheté le DVD. C'est un très bon acteur sous-estimé. Il a fait un film de boxe aussi il n'y a pas très longtemps, qui a été très acclamé du public. J'ai pas encore la chance d'écouter. Mais c'est un très bon acteur sous-estimé, comme je mentionne. Et de le voir là faire un rôle qui pourrait le faire plus connaître, je suis content. Je pense que pour elle, Fantastic Four l'a un peu nuit, genre. Ouais, je pense bien aussi, parce qu'après ça, il a plus fait de gros films. Il fait des films indépendants et tout ça. Donc, à voir, mais je suis très content. J'ai hâte de voir plus d'éléments de Top Gun, parce que, comme je dis, moi, je suis un grand amateur de ce film-là. Et donc, à voir. Je suis avec Star Wars. On parle un peu de Star Wars 9 ces temps-ci, car il va arriver l'année prochaine, tranquillement. Disney lâche pas un film après l'autre, il n'y a pas de pause. Ouais, puis je pense qu'ils vont commencer bientôt le tournage aussi, là. Ouais, il est en pré-production, là, ce qui a été mentionné, donc ils ont choisi les endroits, tout ça. Et là, ils finalisent le casting. La plupart du casting du 8 revient, évidemment, sans surprise. Par contre, il y a toujours de nouveaux personnages à chaque film qui se rajoutent. Dans ce cas-ci, une première actrice qui a été annoncée, Kerry Russell, qui est connue entre autres de la série de American, qui je crois qui est terminée maintenant, qui a genre comme 7 saisons, qui a joué une espionne russe. C'est pas que la série était très bonne, j'ai pas eu la chance d'écouter. Puis elle a fait d'autres trucs, mais c'est principalement pour ça qu'elle est connue. Elle va rejoindre le casting pour un rôle mystérieux. Ils n'ont pas encore nommé son personnage. Ils disent pas si ça va être une méchante ou un gentil. Moi, je pense que ce serait bien d'ajouter un méchant au film, dans la mesure que si on laisse juste Kylo Ren avec le méchant principal pour l'épisode 9, ça se peut qu'il manque un peu de matière à travailler.
Donc j'aimerais bien peut-être faire une chasseur de primes, un truc comme ça. Ça peut être intéressant parce qu'elle est capable de faire des rôles de femmes fortes qui font des scènes d'action. Elle est capable, donc je le verrais bien. Puis en plus, c'est pas une actrice qui est revenue faire des rôles de blonde. Elle fait des rôles plus forts, donc ici, il y a quelque chose d'intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est les premiers éléments pour Star Wars en tant que tel, donc ils vont sûrement en parler bientôt parce qu'ils commencent le tournage, donc voilà. Et là, on va être dans la zone cinéma. Alors, allons-y. Bienvenue dans la zone cinéma. On est du côté de la zone cinéma. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. C'est à cause de Hugo qui ne faisait rien. Il repoussait. Et bien, c'est toujours de ma faute, hein, Matt? Toujours de ma faute. Écoute, même la semaine passée, c'était de ma faute que t'as oublié ta chronique. T'es parfait pour qu'il me sorte, Hugo. C'est ça l'affaire, c'est qui est bon avec toi. Mais là, cette semaine, c'est moi. Et c'est un bout que je vais en parler, mais j'ai dû le reporter à cause de différents problèmes. Et oui, j'ai ma faute sur Hugo, mais en fait, c'est ma faute, je l'admets. J'ai une mémoire de merde, je dois l'admettre, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, vous êtes qui, vous? Et Bonjour, je suis Roger. Roger du bureau. Bref, je vais en parler à l'époque quand c'était début Ocean 8 qui est sorti au cinéma. Puis un peu après, ils ont annoncé A Star Is Born. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de remakes qui étaient sortis un peu en arrière de l'autre. Et c'est important la question de savoir combien de remakes on peut faire d'un film et est-ce qu'on veut des remakes pour des films? En mesure que quand un film est bon, pourquoi faire un remake quand le but de base est bon? Et donc, un remake, c'est quoi? Eh bien, j'ai essayé des définitions, c'est un nom masculin, remake, qui en anglais veut dire to remake, qui veut dire refaire. Qui dans le fond une nouvelle version d'un film, d'une œuvre littéraire, théâtrale ou d'un sujet déjà abordé. Donc ça touche pas juste les films. Ça peut être une série TV, ça peut être une pièce de théâtre, etc., etc. Ça peut être une comédie musicale comme Max aime ça. Bref, j'ai fait une petite liste d'exemples que je vais mentionner pour montrer qu'il existe beaucoup de remakes. Et j'ai de base pas mis des films d'horreur parce que généralement dans l'univers des films d'horreur, le 3/4 des films d'horreur c'est des remakes, ou des reboots, ou des sequels, ou des spin-offs. J'ai regardé dans les dernières années, c'est pas mal ça qui revient à chaque fois. Donc je me suis dit, j'avais perdre mon temps juste à aller dans les films d'horreur. Donc je me suis concentré dans les autres domaines de films. Et mon premier exemple, c'est Scarface. Peut-être vous l'ignorez. Eh bien, le film classique de Scarface, qu'on a peut-être tous. Moi je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, avec Al Pacino, quand il était dans son heure de gloire, en 1983, un peu en même temps qu'il a fait Le Parrain. Est un grand classique du cinéma. Que Rotten Tomatoes, je me suis servi de Rotten Tomatoes pour toutes les notes, a donné 82%. Pour montrer à quel point c'est un classique. Et moi je l'ignorais, mais c'est un remake. C'est un remake américain, sorti en 1932, qui est encore coté meilleur, il est coté 100%. Et aussi, c'est là que je vais en venir, j'ai remarqué que les films récents, il n'y a pas beaucoup de 100%, mais si on va dans les films des années 30, 40, 50, et même 60, il y a beaucoup de 100%. Peut-être moins de critiques aussi. Peut-être, mais il reste que dans la mesure, c'est que peut-être que les films à cette époque-là, il y avait plus une grande liberté artistique, il y avait peut-être plus d'éléments à prendre. Dans ce cas-ci, le cinéma est tellement condensé qu'on ne vit pas la même chose. Je vais en nommer quelques-uns, puis après je vais vous demander votre opinion et quel film vous voulez comme remake. Un autre, ça c'est un de mes films policiers préférés, j'ai écouté plusieurs fois dans ma vie, c'est Les Infiltrés, de Departed en anglais, sorti en 2006, coté 90% sur Rotten Tomatoes, qui est fait par Martin Scorsese, avec l'excellent Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson. Et même, comment il s'appelle, Mark Wahlberg aussi là-dedans. Oui, il y a Mark Wahlberg dedans aussi. Et c'était un très gros casting comme film. C'est un très bon film aussi. Un très bon film. C'est un remake ça faisait même pas longtemps qu'il était sorti. Ça venait de Infernal Affair, sorti en 2002, qui était coté 94%. C'est pas japonais. C'est hongkonien. Ah ouais, c'est ça. Et ça arrive ça aussi. Celui-là, il est acceptable dans la mesure que c'est un remake, oui, mais c'est une version américaine. Ce qui arrive souvent, le cinéma américain le fait. Je vais avoir d'autres exemples un petit peu plus loin à ce sujet. Mon numéro 3, c'est la série Ocean 11. On a le droit à 3 remakes. Le film que tout le monde connaît, qui est de 2001 avec l'excellent George Clooney, est coté 81% pour le premier film. Je vais pas été avec les autres parce qu'ils perdent en qualité à chacun. Ça venait déjà d'un remake qui datait d'un film qui était de 1960, un film américain du même nom, qui était coté 50%. Avec M. Frank Sinatra dans le rôle principal. Frank Sinatra dans le rôle principal. Ouais, c'est un film que je me rappelle. Je me rappelle pas parce que je l'ai vécu, là, mais je sais que c'est un film qui a eu des critiques vraiment tièdes à l'époque. Ouais, ben, il avait été moins bien accueilli.
J'ai déjà vu j'ai pas les choses du tout complet, mais je l'ai déjà vu passer à, je pense, à Cinépa. J'avais écouté un bout et j'ai quand même apprécié le film, même s'il est quand même vieux. Mais j'ai apprécié. Et maintenant, on a un troisième remake, qui, comme j'ai mentionné tantôt, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, DB Ocean 8, qui cotait 67%. Mais il fait pas partie de l'univers des 3 derniers. Ben, c'est considéré comme un reboot ou un remake. C'est dans la même catégorie. Ouais. Parce que ça relance l'univers de Ocean et ça prend pas en compte les autres événements. Outre le fait que les passages principaux les reliés, à ce que j'ai compris, ça reste dans un remake. En tout cas, c'est dans la catégorie qu'ils l'ont mis. Le quatrième, c'est un très bon exemple de remake à ne pas faire. C'est The Dinner, sorti en 2010. Qui est un film américain, qui a été 41% avec Paul Rudd, qui fait Ant-Man en ce moment, et Steve Carell, qui est un excellent acteur lui aussi. T'as pas Dinner for Schmuck, là, ça? Ben, il y a deux titres, c'est soit The Dinner, soit The Dinner for Schmuck. C'était mauvais, comme C'était très mauvais, et c'était un remake de l'excellent film français. Je pense que c'est le film français que j'ai le plus vu dans ma vie. Moi aussi. Le Comme dîner- les Astérix. Les Astérix, c'est ça. Le Dîner de con, sorti en France en 98, coté 113%. Et ça, c'est pour les critiques professionnelles. Le public a donné comme 92. C'est un des meilleurs films français de tous les temps. Et c'est l'exemple d'un remake à pas faire, dans la mesure que souvent le cinéma a tendance à prendre des films étrangers et en faire des remakes. Dans la plupart des cas, ça marche pas. Ce que j'ai pu constater dans les classements. Mais de temps en temps, ça peut marcher. Dans le cas de Dîner de con, il y a même fait Taxi aussi un peu après. Ouais, c'est ça. Et dans les deux cas, ça n'a pas marché. Avec Jimmy Fallon puis Queen Latifah, là. Ouais. Là-dessus, je suis bien d'accord. Les Américains sont forts pour faire des remakes ou juste refaire un film parce que ça leur convient pas. Je suppose que tu as des exemples québécois, mais le Dîner de con, à mon avis, il aurait pu juste, ok, on va le traduire, ça va être parfait. Non, ils ont décidé de faire leur version. Puis même chose avec quelques films québécois comme Starbuck. Ben, c'est lui que j'ai mentionné. Starbuck. C'est un film québécois qui est sorti quelques années avec Patrick Huard. Remonte au plus haut, s'il te plaît, t'en as skippé un. Dans le fond, le film est très payé au Québec, c'est considéré comme un des meilleurs films québécois. Et il a eu le droit à une version canadienne, une version française, puis une version américaine, notamment qui est pogné. Ouais, la version américaine, c'était avec Vince Vogue. Ouais, Vince Vogue. Puis pour elle, c'était du. Copie-collé. Ouais, il avait rien changé. Il a quand même été apprécié, mais c'est un copie-collé. Et c'est un problème aussi à ce cinéma, c'est quand on fait des remakes, on fait une copie-collée pour du temps, sauf exemple pour le Dîner de con, qui ont décidé de faire une histoire originale. Mais dans la mesure, c'est que, encore là, c'est une question de savoir quand on fait un remake, est-ce qu'on le fait pareil ou pas pareil? Et selon les cas, ça marche ou pas. Dans la mesure, mon point, c'est que généralement, les remakes, ça ne marche pas, c'est le point que je vais emmener. J'ai Ben Hur, ça c'est un des plus grands classiques du cinéma. C'est le film préféré de mon grand-père. À mon père aussi. C'est un des préférés à mon père, puis je pense que je l'ai encore en bêta chez nous. Et c'est Ben Hur qui est sorti en 1959, coté 86% par la critique professionnelle. C'est un des rares films que si tu regardes, il y a comme les courses de chevaux. Ouais. Puis il y en a un moment donné, il chaville, puis on voit un moteur en dessous. C'est une erreur. À l'époque. Et tout récemment, on a eu le droit à un nouveau Ben Hur sorti en 2016 avec l'excellent Morgan Freeman. Il jouait là-dedans? Ouais, Morgan Freeman jouait là-dedans. Et il y avait l'envergure de vouloir refaire un classique monstrueux du cinéma. Et ils se sont plantés solides pour plusieurs raisons. Entre autres, ils ont essayé évidemment de rendre l'histoire aussi fidèle que le premier. Mais ils ont voulu aller trop dans les pouces-toufflants, mettre beaucoup d'effets spéciaux, tout ça. Et ça a un peu gâché le film. Et il y a eu 25%. Les effets spéciaux, ça ne fait pas un film? Ben, Colin! Il faudrait dire ça à la Colby, hein? Ouais. Bref, il y a eu 25%, ce qui est assez désastreux. Et ça a terni un peu l'image de Ben Hur dans la mesure que les gens qui ne connaissaient pas Ben Hur, puis qui ont vu juste ce film-là, ils se disent Ben Hur, ben c'est mauvais. Mais le premier Ben Hur était un classique écœurant. Mais souvent, quand c'est des effets de même, les gens, ça les décourage d'écouter les originales en pensant que c'est moins bon. Et j'ai lu des commentaires, je dis pas ça comme de même, mais j'ai lu des commentaires. Et Ben Hur, c'est l'exemple. Il y a beaucoup de gens des jeunes, comme nous, qui ne connaissaient pas le Ben Hur original, parce qu'il est quand même vieux. 1959, ça date pas d'hier. Et ils ont vu le 2016, ils ont fait c'est mauvais, pourquoi j'écouterais l'original? Je vais pas me faire chier encore 2 heures et demie de temps à écouter un film mauvais. Puis la version originale a été retravaillée, puis ils ont mis un peu plus de couleurs dans le film. Effectivement. Puis il est sorti dernièrement, je pense qu'ils l'ont refait. Et ils ont travaillé les couleurs, ils ont retravaillé quelques affaires parce qu'il y avait des erreurs dans le film. Je pense qu'on voyait à un moment donné, si je me trompe pas, un avion passer dans le ciel. Ils ont mis un nuage dessus. Ils ont mis un nuage par-dessus, fait qu'ils ont retravaillé le film, puis ils l'ont sorti en Blu-ray. Effectivement, en fait, je voulais l'acheter en Blu-ray, mais j'ai acheté en DVD à mon grand-père parce qu'il n'aime pas les Blu-ray. Bref, numéro 6 dans ma liste, j'ai pas une très longue liste, c'est bientôt fini les boys. C'est juste une légende, sorti en 2007.
avec Will Smith, qui a eu 69% d'avis positifs. J'adore ce film-là, je pensais pas que t'es si moyennement coté. J'aurais donné peut-être une meilleure note à ce film-là. Moi, à part la fin, j'adore ce film-là. Super bon comme film. Puis j'ai mis aussi les supplémentaires qu'il ajoute dans le DVD. On a des petits animes de quelques minutes qui expliquent à travers le monde qu'est-ce qui se passe. Puis la fin alternative aussi. La fin alternative aussi. Et la c'est une adaptation d'un roman qui avait déjà été adapté 3 fois au cinéma avant ce film-là. Et c'est la première fois, c'était en 1964. C'est un film italien-américain qui s'appelait The Last Man on Earth, qui était coté 71%, donc qui était meilleur coté que le film de Will Smith. Après, en 71, encore américain, de Omega Man, 59%. Finalement, en 2007, là, qui est tout près... La même année. La même année, mais je pense qu'il est sorti juste un peu avant. I Am Omega, encore une fois américain, avec 14%. Mais c'est considéré comme un téléfilm, si je ne me trompe pas. Et c'était la même histoire, mais en téléfilm. Et écoute, c'était rendu à 4 remakes. À un moment donné, c'est où la limite qu'on peut faire d'un film? Parce que c'est bien beau de le faire une fois, un remake, mais à un moment donné, il me semble que tu perds la saveur du film à vouloir le rendre parfait ou le rendre fidèle. Je peux comprendre, le premier film en 64, il était bien coté, il était apprécié, ok. Les deux autres après, j'aurais douté un peu, mais le refaire après plus de 50 ans, de faire la version avec Will Smith, là, ça a du sens. Là, quand j'ai compris qu'il y en avait déjà eu 3, je trouvais que lui de Will Smith était peut-être un peu de trop. Même s'il est bon, il reste marquant, et je trouvais qu'il était peut-être un peu de trop au cinéma. Reste que... Ouais. Je pense qu'il y a une limite qu'on doit mettre au remake. Pour continuer dans mon classement de films, l'autre, c'est un autre film il y a eu aussi plusieurs remakes, qui est un des derniers bons films d'Adam Sandler, le dernier essai, sorti en 2005, qui a été 32% par Rotten Tomatoes, mais il faut préciser que le public il donne genre comme 63, je crois, donc le public l'a beaucoup plus apprécié, mais c'est le cas des films d'Adam Sandler. Souvent la critique les démolit, mais le public l'apprécie. Je l'ai écouté souvent ce film-là, je l'avais vraiment aimé. Moi aussi j'avais bien aimé, et en anglais c'est The Long S Yard, et il a eu le droit à 2 remakes. Le premier, dans le fond, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le film d'Adam Sandler, l'acteur principal du film original, qui est Burt Reynolds, était dans le film, il fait un autre prisonnier. C'est lui qui l'a fait dans la version de 1974, qui portait le même nom, qui était 81%. Et entre les deux, il y avait eu Mean Machine, qui était dans la même histoire, sortie en 2001, donc 4 ans avant la version d'Adam Sandler, qui était coté de 32%. Donc, 3 remakes pour le même film, qui racontent la même histoire. Et j'ai regardé, puis c'est les mêmes affaires, le même scénario, ou presque. C'est juste que la version d'Adam Sandler est un peu plus comique, les autres sont un peu plus tragiques. Mais dans la mesure que ça vient au même. Et il en reste 2 rapidement. King Kong, je ne peux pas le passer à côté parce que King Kong, c'est une image emblématique du cinéma. Le classique de 76, coté 49%, j'ai été surpris. Vu que c'est considéré comme un film culte du cinéma, il y a juste 49%, ce qui est assez, je trouve, surprenant parce que ce que j'avais entendu dire, c'est un très bon film. Après, on a la version 2005 de Peter Jackson que je trouve. Ce film-là est incroyable au niveau artistique. J'ai vraiment aimé ça. Puis surtout, je trouve que c'est un des meilleurs films de Jack Black. Pour une fois, il faisait un rôle sérieux. King Kong 2005, 84%, amplement mérité. Et le dernier qui est sorti tout récemment, Kong Skull Island, qui se veut l'ouverture au monde ouvert des monstres, à 75%. Encore une fois ici, la question est-ce que c'est justifié de faire Kong Skull Island? Oui, il va créer un monde ouvert, mais d'après moi, ça va tomber à l'eau. Dans la mesure que déjà qu'on a le droit à 2 King Kong, c'est dur de refaire une histoire comme celle du King Kong, puis la rendre à jour. Je trouve en même temps, c'est juste faire de l'argent sur de l'argent. Moi, je trouve à un moment donné, c'est comme devoir trouver une tiration, on finit par perdre le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Puis c'est le problème du cinéma, on est saturé par les remakes, les prequels. Et mon dernier, c'est même pas encore sorti au cinéma, A Star is Born, que j'ai très hâte de voir étonnamment, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qui est le 3e remake d'un classique du cinéma. Le premier datait de... 4e remake, excusez-moi. Le premier datait de 1937, il y a eu 100%. C'est une note parfaite, ce que j'ai vu plusieurs fois les vieux films. Le second, en 1954, 97%. Et finalement, le dernier, en 1976, c'est 31%. Et pourquoi la note est beaucoup moins bonne? En partie, c'est à cause de la chanteuse. Parce que dans chaque film, je faisais une chanteuse connue. Et dans le but de 76, je ne sais plus c'est qui la chanteuse, mais elle a moins accroché les gens qui l'ont écouté. Donc, c'est une des choses qui a un impact sur le film. Reste que 4 remakes pour un même film. Est-ce que c'est justifié? En voyant ça, je me suis demandé,
Est-ce que c'était justifié? Je pense que c'était pas nécessaire. C'est dans Brush Streisand. Ah, je pense que c'est ça, ouais. Et elle avait pas convaincu, je pense, dans le film, parce que j'ai lu dans la critique. Mais c'était le même principe d'histoire. Et en voyant que Dieu Cat Remake, je me demande si c'est justifié d'en faire encore un autre avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Dans la mesure que l'histoire a été tellement revisitée plusieurs fois que tu as juste à réécouter les anciens, puis en tant que tel, ils ont bien vieilli parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux ces films-là. C'est des films de comédie musicale, donc la question se pose. Donc, je voulais finir mon tour d'horizon en parlant à vous, les boys. Je vous ai posé une question tantôt en début d'émission. Quel film vous aimeriez voir en remake? Et Hugo a pris en note 2 films parce qu'il savait qu'elle allait les oublier. Oui. Alors, moi, je voulais commencer par le Sound of Music avec Christopher Plummer, La Mélodie du Bonheur, avec, si je ne me trompe pas, Christopher Plummer. Le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Exactement. Il n'a pas eu le droit encore à un remake. Il a eu le droit à une remasterisation. Donc, ils ont refait le film, ils ont refait les couleurs un peu. Puis je pense qu'il y aurait le droit, cette fois-ci, à mon avis, à un remake, à refaire le film. Je pense que c'était un intouchable. Mais ça pourrait être un intouchable aussi. Dans la mesure que quand Ce serait casse-gueule parce qu'il est vraiment bon. C'est parce qu'il est encore présenté dans des écoles. Exact. Tu sais, il est présenté, mettons, quand on le regarde à TVA, il est présenté en 2 parties. Effectivement. Est-ce qu'on aurait encore la chance de voir, ou la patience, à notre époque moderne, d'être assez patient pour voir un film en 2 parties? Malheureusement, notre société n'est plus comme ça. Max est un exemple concret à ce sujet. Dès qu'on dépasse des épisodes de 40 minutes, lui, ça le perd. Et même chose pour les films. Max est d'accord. Si le film il dépasse 2h30, il va commencer à bailler. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Tu sais, il est occupé à faire d'autres choses avec ses mains devant un ordinateur le soir avec des Kleenex. Bref. T'avais suggéré aussi La Croisée des Mondes. J'avais suggéré La Croisée des Mondes. J'avais déjà fait le premier film. Il avait déjà adapté le premier livre, La Boussole d'or. Mais ils ont dû arrêter la saga parce qu'une communauté religieuse qui était en désaccord avec le film ont décidé non, vous arrêtez ça là. Vous ne faites plus de suite parce que ça va à l'encontre de nos valeurs. Mais t'as juste à pas aller le voir si ça va à l'encontre de tes valeurs. Effectivement. Qu'on refasse le film, qu'on reboot le film, puis là, ça devrait aller mieux. C'est une trilogie. C'est une trilogie, j'avais lu les livres, puis c'était vraiment bon. Puis dans le premier, si je me rappelle, il y avait Daniel Craig avant de Exactement. Non, je pense qu'il Et c'était Daniel Craig puis Nicole Kidman, si je me trompe pas. Oui, Nicole Kidman, exactement. Et ça mériterait un remake, parce que c'est une franchise qui serait intéressante à voir au cinéma. Et Max, je te posais la question, toi aussi. Moi, j'en ai 3. T'en as 3, ok. Ouais, moi, j'ai eu le temps de penser. Je vais commencer du moins intéressant au plus intéressant. Ok. Ok, là, Resident Evil. Ah! Resident Evil. Mais moi, j'aimerais un remake de Resident Evil, mais un remake vraiment plus vers le jeu vidéo, plus les origines, que c'est vraiment un film d'horreur, oppressant, que les films de l'herbe tout le long. Non, mais qui au moins qui a un côté horreur, vraiment que les personnages sont poignés à survivre. Je trouve que ça se passe dans un manoir, ou Resident Evil 2 qui va être remaké en jeu vidéo. Je pense qu'il y aurait un moyen de faire quoi de vraiment intéressant. 2 personnes qui sont poignées dans une ville remplie de zombies. Il y a clairement de quoi à faire avec ça. Parce que, oui, ce qui a été fait auparavant, c'est. Ben, les 2 premiers étaient bons, là. Ouais, j'ai jamais la première trilogie, puis après ça m'a perdu. Mon deuxième, c'est Starship Trooper. Je trouve que ça serait vraiment intéressant, un vrai reboot, là. Parce que le premier film avec Neil Patrick Harris, oui, si vous vous rappelez, il était un film d'action contre les extraterrestres qui était comme plus proche des insectes. C'était carré, ce film-là. C'est tellement absurde, mais en même temps tellement sérieux, c'est tellement over the top. J'avais tellement aimé ça, puis j'aurais voulu que ça continue, mais après ça, tout le reste est tombé dans le direct ou DVD. Moi, je pense qu'il y aurait moyen de faire vraiment un bon remake avec ça. Et le dernier, c'est un film québécois. Moi, je me surprends, là. Ouais, tu me surprends. Moi, je referais les Boys. Les Boys! Mais avec des humoristes qui ont la cote en ce moment, plus ceux de la relève. Je pense que ce serait intéressant, vu que le hockey était quelque chose qui touche beaucoup la culture québécoise. Moi, je pense que ramener avec, mettons, je vois bien comme des humoristes comme Julien Lacroix,
j'ai pas d'idée en tête, dans le fond, j'ai dit Julien. Ah, c'est avec l'idée. Non, mais ouais, c'est ça. Je crois, non, mais Avec les humoristes multiculturels. mais je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Je pense que les Boys, c'est une franchise qui tourne, à la fin déjà tournait beaucoup sur lui-même, dont la série, à part la première saison, après ça devient vraiment n'importe quoi, c'est juste plus bon. Je pense qu'il y aurait vraiment un potentiel intéressant dans le remake d'un nouveau film des Boys. Effectivement, je suis très d'accord. C'est une franchise que j'ai beaucoup aimée. Même si la série a perdu en qualité, elle était quand même très drôle. Et j'ai vraiment dans les remakes. Moi, j'en avais pensé à un. Il y a tellement qui sont possibles. Il y en a certains qui sont en chemin, d'autres qui ont déjà eu lieu. Je sais que toi, surtout que tu n'as pas parlé de la planète des singes, mais je sais que tu avais mis le remake de la planète des singes avec Mark Wahlberg, mais qui était vraiment un échec en soi. Mais pour ma part, j'ai pensé à ça. Et entre autres, il y a Indiana Jones, que j'aimerais qu'il y ait un remake qui permettrait ainsi de repartir la franchise. Parce que là, Harrison Ford est rendu trop vieux pour faire un rôle convaincant de badass aventurier archéologue / anthropologue. Et parce que c'est un anthropologue et non un archéologue, tout le monde se trompe. Et dans ce cas-ci, je pense qu'un remake serait bienvenu dans la mesure que ça permettrait de relancer l'univers de Indiana Jones sur des bonnes bases. Parce que si on fait un reboot, partir d'une histoire, ça se peut que ça rate. Donc ça se peut que ça porte encore plus loin la franchise. Mais il faudrait attendre bien des années avant de rebooter ou de remaker Indiana c'est sûr Jones. qu'on attend une suite. Puis si la suite marche pas, les chances seraient bonnes là. Mais si ça marche, on va attendre encore une couple d'années, malheureusement, effectivement. Mais si j'y ai pensé longuement, et ce serait une des franchises que j'aime beaucoup. Puis il y a un temps, c'était un rituel, chaque année je les écoutais une fois. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai pas fait. Mais j'adore les écouter, les agents sont très bons. En fait, moi je l'ai écouté il y a un peu longtemps. Ouais, ils sont passés dernièrement à TVA. Ouais, j'en ai écouté un moi aussi. Ouais, non, mais c'était avec mes colocs, ma coloc a voulu un écouter un, je pense que c'est le 2. Bref, c'était un des choix que je voulais. Puis on m'a parlé de mieux un film d'horreur. Comme je dis, je n'ai pas mentionné de film d'horreur parce que souvent le cas c'est des remakes ou des reboots. Mais il y en a plusieurs intéressants. Oui, Hugo. Voyons, avec le capitaine Patnaud, là. La galaxie près de chez vous. Dans une galaxie près de chez vous. Mais il y a un troisième film qui s'en vient, mais je sais pas si la série pourrait être remakée ou rebootée. Effectivement, on parle de film, il y a aussi des CTV qui peuvent être remakés, effectivement. Je sais pas si. Je pense pas que tu peux te permettre de refaire. Mais non. En même temps, c'est une série qui a tellement pas duré longtemps quand tu y penses, Galaxy Quest. Ouais, il y a 3 saisons, genre. C'est pas 4? 4, ça se peut. 3 ou 4, là, ouais, c'est ça, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Mais tu sais, tu tu reboots, tu remakes, mais en faisant une saison 4 ou 5 avec des nouveaux personnages. Tu sais, il avait parlé, à un moment donné, je pense, je sais plus c'est quel film, il croise un autre équipage. Fait que ça pourrait être comme l'autre équipage qui... Ben, le film pourrait introduire, mettons, un nouvel équipage. Exact. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Écoute, les idées sont multiples. Les remakes, c'est sûr, c'est la mode en ce moment. Mais je pense qu'il faut faire attention. Là-dessus, je veux finir. C'est casse-gueule. Dans la mesure que ça perd la créativité. Parce qu'on a juste ça qui sort dernièrement. Je dis pas que c'est mauvais à chaque fois. Mais des fois, c'est peut-être injustifié. Ou ça enlève la qualité du film original. Exemple, Ben-Hur. On parle un peu le côté prestigieux. Ben-Hur puis The Sound of Music font partie des Intouchables avec, je pense, Grease qui devient bientôt un Intouchable. Tu sais, Ben-Hur il est plus dans les Intouchables vu qu'il a le droit à un remake. Mais c'est dans effectivement cette catégorie-là. Et moi, je pense qu'il faudrait que le cinéma revoie. Puis j'avais déjà vu un sondage. Un tableau statistique qui montrait que, je pense que c'était en 2016 ou en 2015, le 2 tiers des films qui sortaient, c'était des américains, je parle, là, pas ailleurs, américains. C'était soit des sequels, des prequels, des spin-offs, ou des remakes ou des reboots. Oui. Mais puis, il comparait à 30 ans avant, puis c'était le contraire. Fait qu'il y a un côté créativité qui se perd. On dirait que le cinéma s'essouffle de ce côté-là, puis je trouve ça un peu dommage. C'est pas d'avoir des suites, je peux comprendre. Des fois, un spin-off, c'est justifié. Mais, juste faire ça, condensé comme ça, je trouve ça dommage. Ça empêche d'avoir un nouveau contenu créatif et... c'est un peu l'idée que je veux sortir de ma chronique aussi. Mais est-ce qu'on devrait classifier des films intouchables aussi? Ça peut être une idée, effectivement, mais il y en a qui sont considérés un peu comme intouchables, comme on a mentionné. Mais de temps en temps, ils décident de sortir de là et de faire des remakes parce que les gens les réclament. Parce qu'il y en a qui veulent les voir, mais ils ne veulent pas voir la même version parce qu'elle a mal vieilli ou ça atteint plus le public parce qu'il y a reconnaissent pas les acteurs. Tu sais, tu veux pas voir un film d'action des années 80 parce qu'il n'y a pas de Rock dedans. Et là, tu vas voir le même film avec The Rock, là, tu vas le voir parce qu'il y a The Rock dedans. Tu comprends? Parce que s'ils mettent un acteur bâtard comme, je sais pas moi, Sylvester Stallone, il pogne moins maintenant, mais
Tu reprends ses films, tu le mets à l'autre jour, tu mets The Rock à la place, les gens vont aller le voir parce que c'est The Rock. The Rock fait un film aux 3 mois maintenant, fait que regarde. C'est une machine à cash. Mais il reste que. Voilà, donc c'est tout pour ma chronique. J'espère que c'était constructif et que vous avez appris les choses. Alors, sans vous attendre, on va du côté non-spoiler pour parler du film à dernière en date de l'univers de Marvel, Ant-Man and the Wasp. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et là, cette semaine, je rappelle, on critique le film Ant-Man and the Wasp, ou Ant-Man et la guêpe en français québécois. Et dans le fond, c'est la suite de Ant-Man 1 et de la suite aussi des événements de Civil War, de Captain America Civil War. Et donc, ça commence à faire beaucoup de films à prendre en note. Et ça se déroule en même temps que Avengers Infinity War, qui est le dernier film de Marvel avant celui-ci. Et ce film était très attendu dans la mesure qu'il allait expliquer pourquoi on n'avait pas le droit d'avoir Ant-Man dans Infinity War. C'était le seul héros non présent si on compte pas Œil de Faucon, Hawkeye en anglais. Donc le film était un peu le but aussi, je pense, c'était pour faire. Je crois qu'ils ont fait exprès dans la mesure que ça vendait plus le film aussi de Ant-Man. C'est réalisé par Peyton Reed, qui a fait Yes Man, The Breakup, Down with the Love et Bring It On. Et donc, Yes Man, moi je trouve que c'est une très bonne comédie avec Jim Carrey. Mais pour les autres films, je ne crois pas les connaître. Je sais pas si Max, tu les connais. The Breakup, c'était le film avec Dennis Vogue puis Jennifer Aniston qui se séparent. Ah, ok, oui, j'ai Down with Love, c'était avec Evan McGregor puis Renée Zellweger. Je sais pas si tu connais son nom. Ok. C'est un film qui se passait à l'époque. Et Bring It On, c'était le premier Tout pour le Tout avec Kristen Dunst. Ah, ok. Ah, là, finalement, c'est le gars, finalement. Voilà, bref. Comme acteur, on a Paul Rudd qui revient en tant que Ant-Man. On a Evangeline Lilly qui revient encore dans son rôle de Hope, qui est la fille de Henry Pym, qui joue par Michael Douglas. On a Michael Pena qui joue un des deux méchants du film. Non, c'est le meilleur ami du gentil. Qui est celui qui compte les histoires dans le film. On a aussi Walton Goggins, qui lui fait un des méchants du film, qui fait un mercenaire, un homme d'affaires dans la mafia, un truc comme ça, c'est un peu nébuleux. C'est Sony, dans le fond. Ouais, c'est Sony, voilà. On a Michelle Pfeiffer, qui fait la femme de Henry Pym, qui fait dans le fond la première guêpe, si je peux dire, qui est Janet. On a Lawrence Fishburne qui fait Bill Foster, qui fait un ancien ami de Henry Pym, qui est aussi un super-héros de l'univers de Marvel. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Et on a finalement la grande méchante du film, jouée par Anna John Kamen, qui, j'ai regardé son Wikipédia, elle a fait très peu de films, mais elle a joué dans Star Wars et Tomb Raider. Elle a fait souvent des rôles secondaires, mais puis elle a joué dans Ready Player One aussi. Ah ben. Ouais, elle a fait tant des rôles secondaires dans des films. À date, elle commence à faire des films, puis elle s'est fait connaître pour une série TV tout récemment. Si tu descends sur sa fiche, ça va laisser faire. Black Mirror qui a joué. Non, c'est plus bas encore, plus bas. Kelly Jor. Kelly Jors, c'est elle qui fait le rôle principal de la série. Il y a juste lui qui connaît ça. Ben, je connais pas la série en tant qu'elle, mais c'est l'actrice Il principale. joue Black Mirror. Non. Kelly Joy. Ouais, Black Mirror fait un épisode, ça compte pas. C'est comme Game of Thrones, elle joue dans 2 épisodes. T'sais, on mentionnera pas ça, elle joue dans 2 épisodes. Bref. Elle est pas très connue comme actrice, mais c'est elle qui fait la grande méchante qui est Ghost. Donc ça, c'est pour le casting principal. C'est produit par Marvel Studios et distribué par Disney, sans surprise. Et côté critique, Metacritic a donné 70% d'avis positifs. Le public est au rendez-vous avec 75%, ce qui est un peu faible, je trouve. Rotten Tomatoes, je trouve qu'il est plus représentatif, avec 86% d'avis positifs. Et le public à 79%. Donc ça m'a joué un plus en termes de notes. Pour ce film-là. Marc, j'ai testé avec le budget. Ouais, dans le fond, le film a coûté 162 millions, c'est précis. Ouais, c'est très précis. Et il a déjà rapporté 161 millions. Il y a juste 1 million de différence, il va rembourser son budget à partir de demain. C'est pas beaucoup. À titre d'idée, Avengers, je pense qu'elle a fait déjà 400 millions en un week-end. Mais c'est pas le même degré d'anticipation aussi. Là. Il n'y a pas la même envergure. Là. Non, c'est ça. C'est surtout que c'est un film que tu le vois que c'est de plus petits effets, alors ouais, mais c'est pas beaucoup. Il va faire sûrement mieux que le premier. Que le premier a fait 512 millions. Mais le premier va atteindre les 650 à peu près. Ah, c'est quand même très honorable, c'est très honorable. Oui, mais c'est la franchise de Marvel qui marche le moins. Mais c'est pas nécessairement le personnage le plus connu et le plus intéressant non.
Honnêtement, moi, c'est mes héros préférés. Malheureusement, moi, c'est le premier Ant-Man qui, ici, il peut utiliser, c'est Hank Pym. Hank Pym, c'est un de mes héros préférés, mais ils ont décidé de se concentrer sur le deuxième Ant-Man, qui est joué par Paul Rudd, qui était plus comique, plus léger comme personnage. Et je peux comprendre, ça a joué un plus large public. Pour l'histoire, eh bien, ça suit les événements, comme je dis, du premier Ant-Man, mais aussi de Captain America Civil War, parce que dans ce film-là, Ant-Man allait du bord de Captain America pour affronter Iron Man, et il finissait par se faire arrêter. Il a fait une entente avec le gouvernement, et il a pu être assigné à résidence pour pouvoir voir sa fille. Et le film commence dans ce contexte-là. Il est pris chez eux, il n'est plus un super-héros, il est un peu plus ou moins à la retraite, et il vit une vie paisible, jusqu'au moment qu'il a des visions, il commence à avoir des visions étranges, et il décide d'appeler Hank Pym pour y en parler. Et comme de fait, Hank Pym le kidnappe, si on peut dire, et il va se faire embarquer dans une histoire rocambolesque. C'est vraiment une histoire très, très particulière et très digne de l'humour de Ant-Man, comme dans le premier. On est très ganté de ce côté-là. Donc, si c'est pour la mise en contexte, on va écouter les acteurs. On va commencer avec la tête d'affiche. Paul Rudd. Si Hugo commencer, Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de Paul Rudd? Oui, moi j'ai trouvé qu'il a bien joué. C'est lui qui rajoute la touche d'humour un peu comme à la Deadpool, là, comme Ryan Reynolds. C'est comme le Ryan Reynolds de Ant-Man. Fait que j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça touchant, drôle et j'ai bien aimé son interprétation. Parfait, Max? Moi je trouve que c'est un bon acteur de base. Il est capable de faire du drame comme il est capable d'être très drôle. Je trouve que c'est le personnage le plus. Il aime le personnage, je sens qu'il a un amour là, pour ce personnage-là. J'ai l'impression qu'il a vraiment du fun à le faire. Puis on le sait qu'il a travaillé sur l'écriture aussi du film. Et ça se ressent un peu. Je sens qu'il y a un peu d'impro aussi dans le film. Alors non, pour vrai, pour Rudd, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher en fait dans ce film-là. Effectivement, très bon jeu. On voit qu'il aime beaucoup son personnage. Il maîtrise. C'est ce qu'on peut ajouter du premier film, mais là il maîtrise plus son personnage. Il aime le faire. L'humour est très bien dosé avec son personnage. Il n'y a pas de défaut apparent, je dirais. Il n'y a pas de dilemme moral qui est douteux. Dans ce cas-ci, c'est quand même très clair, sa ligne conductrice. C'est un héros, mais en même temps, c'est un peu un héros forcé. Dans la mesure que, lui, il n'a jamais demandé à devenir un héros. C'est devenu comme ça par hasard. Il l'accepte parce que sa fille le voit mieux comme ça. Donc, ça fait une belle histoire en soi pour Paul Rudd. Donc là, on va parler de l'actrice principale du film, qui est jouée par Evangeline Lilly, qui fait la guêpe. Ici, elle a un rôle plus marqué que dans le premier film. Je vais commencer. J'ai beaucoup aimé son personnage, je l'aimais beaucoup dans le premier, étant donné qu'on ne voit pas souvent des super-héroïnes dans l'univers de Marvel pour l'instant. Donc, elle se démarquait du lot. Et même l'épisode qu'on dit que c'est la première super-héroïne qu'on voyait dans l'univers de Marvel, étant donné que Black Widow, jouée par Scarlett Johansson, c'est plus une anti-héros à la base qu'une super-héroïne. Et ici, j'ai adoré la guêpe, j'ai adoré voir ses scènes d'action, j'ai adoré le personnage, sa personnalité, sa chimie avec les personnages, autant Ant-Man qui est joué par Paul Rudd que ses parents. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'est une des forces du film, c'est l'actrice principale. Toi, Max? Moi, Evangeline Lilly, c'est pas une actrice qui me fait renverser. Je l'avais aimée dans Lost. Dans le premier Ant-Man, je l'avais trouvé bien, je l'avais trouvé correct. Je trouve que dans celle-là, elle tombe un petit peu retombe rapidement en amour après Paul Rudd. Il a quand même scrappé leur vie, là. En tout cas, bref, on reviendra là-dessus plus tard. Je trouve que son personnage est intéressant, mais je trouve qu'à une certaine mesure, ses scènes d'action, elles, sont pas nécessairement les plus intéressantes dans le film. Mais j'aime quand même beaucoup le design de son costume. Je trouve qu'elle joue bien le personnage. Quand elle doit être émotionnelle, elle joue bien. Mais je trouve pas que c'est le personnage le plus intéressant du film. Ok, Hugo! Oui, moi j'ai bien aimé son personnage. Il est peut-être un peu mieux travaillé que le premier film, de ce que j'en ai en mémoire. Voilà, j'ai bien aimé ses scènes d'action, puis voilà, c'est un bon rôle pour elle. Là. C'est bon. Là, la question, je me demande, est-ce qu'on parle des deux méchants ou juste de la méchante? Je parlerais de Michael Douglas à la place, vu qu'il a vraiment un rôle plus important encore que dans le premier. Parlons de Michael Douglas, qui jouait Hank Pym, qui joue toujours Hank Pym. Je vais te laisser aller, Max, t'as l'air d'avoir parlé. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon dedans. Michael Douglas, je trouvais qu'il l'avait bien dans le premier, mais je trouve que son personnage a comme pris une évolution encore plus agressive.
pas agressif, mais genre sympathique malgré tout. Là. Je trouve vraiment que le personnage est mieux développé dans celui-là. Je trouve qu'il est plus attachant. Tu vois que Michael Douglas, par exemple, quand il vient de te faire des cascades, c'est clairement pas lui qui les fait. Tu vois que le bonhomme, il a la misère. Il est plus jeune, Michael Douglas. Il doit être en haut de 70 ans facilement. Là. Effectivement, il est plus jeune. Mais sa femme, c'est genre une des plus belles femmes d'Hollywood. C'est genre Catherine Zeta-Jones, ça vous donne une idée. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'il était avec, je pense, ça fait comme 15 ans. Mais il vient de faire du ski à Saint-Sauveur. Même, là, c'est niaiseux, là, mais. Bref, non, pour vrai, je trouve que Michael Douglas, c'est vraiment un bon personnage. Go! Ouais, je vais renchérir sur les. Renchérir, je vais dire les mêmes mots que Max, là. C'est vraiment un bon personnage pour lui. Il a été peut-être encore une coche plus haute que dans le premier film. Puis je vais m'arrêter là parce que je dis les mêmes choses que Max. Bon, moi j'ai apprécié, comme je dis, c'est un des personnages préférés de Marvel. Ici, comme dans le premier film, ils l'ont utilisé comme de surface dans la mesure que c'est pas lui le héros principal. On a volontairement choisi Paul Rudd comme Ant-Man principal, même s'il y a un peu plus d'action dans ce film-là pour lui. Entre autres des scènes au début qu'on parlera avec des flashbacks qui sont bien faits. Mais j'aime beaucoup l'acteur et j'aime beaucoup son personnage. J'ai l'impression que c'est l'opposé un peu des stars dans la mesure que tout le monde l'haït. Je sais pas qui rencontre quelqu'un, il l'haït. Je trouvais ça c'était comique en soi. Là. On dirait que vu qu'il y avait comme un secret technologique tellement incroyable, il voulait s'assurer que personne ne s'approche de lui. Là. C'est quelque chose. Donc, ouais. Très bonne performance, Michael Douglas. Pour les méchants, comme tu as mentionné, je pense qu'on va plus en parler dans la zone spoiler. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, avec notre critique générale du film, je vais laisser Gouyen en premier. Moi, j'ai bien apprécié le film. Il y avait une mouche. Il y avait une mouche qui a comme popé de nulle part. J'ai bien apprécié le film. C'est sûr qu'il faut avoir au moins vu Ant-Man le premier et Civil War avant. Tu sais, au moins comme 1 ou 2 semaines avant, parce que c'était vraiment loin dans ma tête. J'étais comme, ah ouais, il était là-bas, lui, puis je m'en rappelais plus. Puis. Tu t'en rappelais plus? Non, les autres films étaient vraiment loin dans ma tête. Tu vas devoir faire un marathon. Fait que faut que je me fasse un marathon. Bref, Max? Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Ant-Man. Je trouve que ça avait été vraiment une belle surprise. Je suis sorti du cinéma, j'étais comme, j'ai eu vraiment du fun. Ant-Man and the Wasp, c'est bizarre, je l'attendais, mais je l'attendais pas de façon vraiment. J'étais pas excité. Autant que je trouvais que le film jouait quand même un peu safe sur ses bases. Tu sais, il n'y a pas un. Tu sais, souvent, les derniers films de Marvel, de la Phase 3, ont souvent une gimmick intéressante. Tu sais, d'un qui va amener Hulk. Là, on sait qu'on va avoir un vrai méchant. Ou on va amener Captain America à se battre contre Iron Man. Tu sais, on amène vraiment des enjeux. Là, vu que c'est de plus petite taille. J'ai apprécié le film, c'est clairement meilleur que Homecoming, tant qu'à moi. Mais c'est pas non plus la folie furieuse. J'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Il y a des très bons gags. Je pense à la fourmi sur le divan, on en reparlera, mais moi aussi, je les trouvais bonnes, ce gag-là. Mais c'est un film qui m'a pas tant impressionné. Je pensais que j'aurais eu encore plus de fun. Je pensais que j'aurais vécu une plus grande ride que ça. Je trouve que le film, malheureusement, s'étire à certains moments. Mais c'est un film qui est vraiment agréable. Je vais le réécouter, c'est sûr, un jour, puis je vais avoir autant de plaisir que la première fois. Mais c'est pas non plus. Je trouve que c'est peut-être un des plus faibles de la phase 3. Et c'est probablement le moins bon des 3 films de cette année. Mais c'est un bon film. Là. Je précise, c'est vraiment pas un navet, puis c'est loin d'être un échec. C'est juste. C'était bien. C'est mon avis. Écoute, c'est un bon film. J'avais adoré le premier parce que, comme je dis, c'est mes héros préférés. Puis j'aimais le côté, je faisais ça, différent des autres films qu'on voyait de super-héros dans la mesure que ici c'est un pouvoir qu'on n'avait pas encore exploré, le côté de grossir, ratisser les choses. C'était très bien fait dans le premier film, c'était vraiment une qualité incroyable. Ici c'est encore plus exploré. Je dirais un peu plus le côté géant que le côté miniature. Même à tel point qu'on laisse un peu plus le côté des fourmis, qui sont moins utilisés dans ce film-là. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré les scènes d'action, l'humour. Je dirais que oui, il n'y avait pas l'envergure d'un Avengers Infinity War ou d'un Black Panthers. Reste que ça fait une bonne suite. C'est un bon divertissement. Il n'y a pas vraiment de lacunes au film en tant que tel, à part un peu les méchants qu'on en reparlera. Ouais. Mais dans l'ensemble, le scénario se tient. L'histoire est logique, puis accorde bien dans l'univers de Marvel, qui est de plus en plus gros et complexe à gérer. Donc c'est un très bon travail pour le réalisateur Peyton Reed.
j'ai adoré le film, très bon film, puis j'aimerais ça le revoir. J'aime les effets qu'on voit dans le film, les effets spéciaux. Et j'aurais voulu le voir en 3D si j'aurais pu, j'ai pas eu la chance. Mais c'est le genre de film que ça vaudrait la peine en 3D. Donc on va écouter spoiler pour vraiment plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est dans la zone spoiler. Et là, on va parler, comme je disais, d'Ant-Man. Et là, on va parler en détail du film. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et moi, je commencerai d'abord avec la scène de flashback qu'on a au début du film. Qu'on voit Michael Douglas jeune. Et, ah oui, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment bien fait. Et sa femme, c'est probablement bien fait. Et je suis vraiment très surpris de voir à chaque fois ces technologies-là aussi bien marcher. Et j'ai trouvé ça réaliste. Puis ça, oui, on s'entend qu'ils sont pas aussi jeunes maintenant, mais dans la mesure que ça se voyait très bien. Là, on était convaincus que c'était des vrais flashbacks, que c'était bien fait. Et c'est quelque chose qu'on voyait pas il y a quelques années. Maintenant, c'est rendu une technologie que Disney maîtrise amplement bien. C'est pas le premier film qu'ils le font. D'ailleurs, il l'avait fait dans le premier Ant-Man avec Michael Douglas, avec un flashback avec l'agent Carter, qui est la copine de Captain America, et c'était un très beau flashback lui aussi. Et les gens avaient été surpris, t'es comme quand c'est ça qu'ils ont réussi à le faire rajeunir. Et dans ce cas-ci, encore pousser ça plus loin parce qu'ils l'ont fait avec lui et sa femme, et ils ont fait des interactions avec des personnages, ils ont fait des câlins, tout ça, et même ils ont rajeuni aussi Laurence Fishburne. Ça, je m'y attendais pas, mais il y a un petit flashback lui aussi où il rajeunit. Lui, ils ont juste tendu sa barbe. Ouais, là. J'imagine, mais il avait l'air beaucoup plus jeune, je pense qu'ils l'ont maquillé aussi peut-être, et dans la mesure qu'ils l'ont rajeuni. Et j'aimais ça, ces flashbacks-là, c'est bien fait. Et je pense que je suis pas ça, je pense que vous avez apprécié. J'ai bien apprécié le flashback, puis j'ai bien apprécié comment ceux dans le flashback ont été rajeunis, ont été leur maquillage et tout. C'est bon, Hugo, c'est très constructif comme opinion, j'apprécie toujours. Non, c'est pas ça, moi. Je regarde. Excusez-moi. Parce que je regarde, il parle à une boîte. Là. Ouais. Bref, on va essayer de concentrer. On va aller avec une scène qu'on a chacun aimé. Vas-y en premier, Matt. Ok. Moi, comme je dis, j'adore beaucoup les pouvoirs d'Ant-Man. C'est un de mes super-héros préférés. Et le fait qu'il peut changer de taille, ça fait des situations assez loufoques. Et une qui est très bonne, c'est quand il assiste son nouveau costume, puis il est dysfonctionnel, puis il doit s'infiltrer dans une école pour récupérer l'ancien costume. Il se retrouve à être aussi grand qu'un enfant. Et ça fait une situation assez loufoque où il y a plein de jokes qui se font, autant de Hope, mais aussi de Hank Pym, qui quand il embarque dans le camion, il dit ça s'est bien passé à l'école, une collation. Ça amène un biscuit puis un jeu de raisin, que t'en as-tu vraiment? Ça amène à des quiproquos pis des situations de comiques aussi. Comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas dans la classe? Il part en courant. Et l'autre comme, ok, fuck off. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Là, mais... Ou la scène avec Laurence Fishburne qui compare leur grandeur aussi. Ouais. Combien de mètres? 9 mètres. Et toi? Non, c'est pas important là. Ah, ok. 19 mètres. 19 mètres! Bon, vous allez me dire que vous avez fini de vous comparer. Exact. Et ouais, il y a des bons gags dans le film tout le long. Autant le meilleur ami d'Ant-Man, le Mexicain, que j'ai un blanc sur son nom, qui à un moment donné doit expliquer où est Ant-Man aux méchants, parce que dans le fond, il faut mettre en contexte, dans le film il y a deux méchants. On a un mercenaire qui a l'air comme le méchant de Tomb Raider, qui est à la recherche de technologie, un peu comme si tu à la recherche d'artefacts dans Tomb Raider, et qui a le même style de méchant. Et on a Ghost, qu'elle cherche un moyen de se sauver elle-même. Car elle est en train de disparaître. J'aime vraiment ces effets, les effets comme de ralenti puis d'accélération. Des fois, tu vas voir comme ça colère, puis ça va être comme juste un ombrage de elle qui crie, genre parce qu'elle a mal. Ouais. Oui, là-dessus, il y a vraiment une belle mise en scène. Ouais, les effets spéciaux de la méchante sont vraiment originaux. J'ai perdu mon point que je voulais dire. C'est vraiment drôle. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Aussi les deux méchants, bref. Le méchant mercenaire, autant que la méchante, je les ai trouvés moyens, dans la mesure qu'ils étaient là pour remplir le film. Je dirais que même le mercenaire, marchand, tout ça, il est plus marquant dans la mesure qu'il est là plus longtemps dans le film que Ghost. Ghost est là dans des moments clés. Et même là, Ghost, rapidement au début du film, elle nous met en contexte qu'elle n'est pas méchante volontairement, c'est par choix parce qu'elle doit agir comme ça, sinon elle va mourir. Et j'ai eu de l'empathie pour elle, puis je pense que c'est une nouvelle tendance dans les films de Marvel, ils font des méchants plus humains. Ouais, plus avec de réels enjeux, des vraies intentions, ça se limite pas juste à du Bing Bang, là, tu sais, comme y a-t-il quelqu'un qui se rappelle du méchant de Thor 2, là? Un méchant? Ouais, tu sais, l'elfe blanc, là. Je
Ah, ce film-là, c'est un des rares que j'ai écouté qu'une fois de Marvel, là. J'ai écouté 2 fois, moi. Ouais, pauvre toi. Mais genre. Ben, quoi que le personnage de Michael Keaton. Il était vraiment cool, là. Ouais, il était cool. Mais c'était pas le méchant avec des intentions les plus. Non. Aussi, C'était discutable, là. c'était un méchant qui est devenu méchant par choix dans la mesure que ils ont volé son travail, puis il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour Ils lui. nous volent notre travail! T'as-tu écouté South Park? Ouais. C'est genre. Bref, pour revenir au film, parce qu'on parlait d'Ant-Man. Tu sais pas quoi, mais les gars, ils rient. Arrête. Mais Matt, je veux dire, Matt, j'étais bien d'accord qu'ils font des méchants un peu plus. Ben, on peut appeler ça un méchant un peu plus humain. C'était comme un peu comme Thanos, qui avait. Qu'on pensait être un homme dur, mais qui se trouve à être un homme avec des sentiments, puis des. Moi, je vais vous le dire. Voilà. Un de mes potes que j'ai ri, là, mais tu sais, en rire aux larmes, c'est le maudit sérum de vérité. Ah, mon Avec oui, le le Baba sérum de Yaga vérité. aussi, là, C'est quand pas Ghost... un Baba Yaga. Le gars, quand Ghost apparaît, puis il fait Baba Yaga, sur les doigts. Genre, c'est pas un sérum de vérité, mais il dit la vérité. Mais il dit la Mais vérité. c'est pas un sérum de Mais vérité. il fait dire la vérité. Oui, mais c'est un sérum de vérité. Non, c'est pas un sérum de vérité. Moi, c'est C'est ça, un. il est passé dans l'art de faire parler les gens. Il possède un sérum qui fait que tu révèles tous tes plus grands secrets, là. C'est ça, la Ah, vérité. et là, il fait comme, ah ben oui, ben c'est un sérum de vérité. Ouais, à la fin, là, quand il se fait injecter lui aussi. Ah, puis c'est quand justement, c'est Michael Cera, il s'en fait injecter, tu sais, puis il va parler à ses collègues, il va faire ouais, puis on a plus une scène, puis on est dans le rouge, les deux gars, comme hein? Quoi? Tu nous l'as jamais dit, ça? Ouais, j'étais pas rendu là. Puis on va se dire pour l'autre, il se donne vraiment du mal pour sa petite. Faire de la petite grosse cabane avec des mystères et avec la glissade de bois. Ah, écoute. Oui, dans la maison en plus, là. Il y a la médaille du père de l'année, là, ou la grand-mère. La grand-mère de l'année. Ouais, il y a des rumeurs hein, que sa fille, ils veulent. C'est une des raisons pourquoi elle dit qu'elle aimerait ça de sa coéquipière. Il y en a qui pensent que, mettons, dans la prochaine lignée, peut-être la phase 4 ou 5, sa fille pourrait devenir soit Ant-Man ou Mais dans les comics, elle devient Ant-Man, donc c'est pas impossible. Ça pourrait être fucking cool, ça. Ça va être fucking cool. Ouais, elle a vieilli pas mal, la petite aussi. Elle a grandi, effectivement. Je veux juste mentionner la scène qui teste le sérum de vérité quand il demande où est Ant-Man, puis il passe sur l'origine qui sont connus. Oui. Puis, je suis rentré dans celui-là, je l'ai vu. T'as dit, hey yo, tu m'as dit, oui, Ouais, je viens de divorcer de ma femme, pis. Oui, mais il raconte une fille full chicks, ils ont sorti ensemble, tu vois, ils s'embrassent, faut trop intense. Il dit, non, je veux savoir où il est où. Ben, c'est ça que je fais, je te dis, il est où émotionnellement. Il dit, où physiquement. Oh, j'ai tellement ri, ce gars-là. Vraiment, le gag de. Ok, le gag qui, genre. Ils ont mis le bracelet de sécurité sur la jambe de la fourmi, pis t'as juste lui qui sort de chez eux, pis qui voit la fourmi en train de manger des céréales sur le divan, il fait Scott! C'est tellement comme le personnage est tellement crédible à ce niveau-là, tu crois qu'il se demandait vraiment gros, il s'est transformé en fourmi ce gars-là? Oh mon dieu, ouais. Prochain film, je vais mettre le personnage de Bill Foster, qui à la base est un super-héros. Qui était intéressant là-dedans. Il était intéressant dans la mesure, ben. Son personnage était meilleur que même dans des Batman vs Superman, c'est bizarre. Ouais, mais il gère un journal, là, mais c'est le boss de Clark Kent. Dans ce film-là, il fait Bill Foster. Bill Foster est un super-héros comme Ant-Man, mais c'est Goliath. Il le mentionne dans le film, puis il peut devenir géant. Et je m'attendais soit un flashback ou une référence du fait qu'il était un super-héros avant, mais non. Et on se dit que c'est un ancien collègue de Hank Pym qui avait fait ensemble, qui a une discorde comme tous les collègues de Hank Pym, parce que c'est à cause de Hank Pym s'il y a un méchant dans le film. Parce que. Là, dans les deux films, c'est ça, là. Ben, l'autre, c'est son ancien associé. Dans le premier, c'est son ancien associé qui est parti faire des armes. Dans le nouveau, ben, c'est un ancien associé qui a voulu recréer la technologie qu'il avait faite, mais que ça l'a tué, puis ça a transformé sa fille en ghost. Oui, exact. C'est assez tragique quand on regarde ça. Hank Pym, c'est un vrai trou de cul dans le film. Là. Ben, même dans le bande dessinée, il me semble que c'est un personnage qui est comme pas correct. Ben, il y a des troubles psychologiques, parce qu'il en parle dans le premier film, il ne le dit jamais dans le deuxième. Les particules PIM créent des séquelles au cerveau, puis ça va lui faire créer des dédoublements de personnalité. Ce qui fait que dans les BD, des fois, il va être très violent, très agressif, très paranoïaque, puis des fois, il va être très doux, très gentil. Mais on le voit ça dans l'interprétation de Michael Douglas qui peut autant partir d'un extrême de sa personnalité comme à un autre Ben, extrême. il y a une volonté de ça, mais c'est pas très exploité. Des fois, il peut se mettre en colère, des fois, il est un peu plus. Tu sais, il y a des bouts d'humour, là, comme avec Ant-Man à l'école, mais on voit qu'il y a un côté là, mais il en reparle pas de ce côté-là, qu'il y a des séquelles. Il mentionne une fois dans le premier film, puis ça revient pas. Mais pour ça, le film. Hugo, une scène qui t'a marqué? Ben,
Le laboratoire transportable. J'ai bien aimé l'idée de laboratoire transportable qui bouge, qui... Là, ce laboratoire-là. Il y a des gens qui avaient chialé en disant que ça marchait pas que la physique de pouvoir transporter un immeuble de même. Parce qu'il y a le poids pis tout. Tu sais, il y a le poids pis tout. Non! Voyons Effectivement, c'est vrai, parce qu'on voit Ant-Man plus tard dans le film essayer d'arrêter une voiture. Il est pas capable d'arrêter. Il est pas capable de l'arrêter. Effectivement. Ok, parce que la pédale est enfoncée, mais c'est un détail. Mais effectivement, il y a cet effet-là. Mais c'est parce que dans la mesure qu'il avait déjà expliqué que c'était possible de créer l'effet de rapetisser et de grandir, mais que tu gardais la même masse. Il explique même dans le premier film, tu gardes la même masse. Mais en même temps, ça marche pas non plus dans le premier film parce que il y a un porte-clés, puis son porte-clés, il y a un char d'assaut. Et on s'entend qu'un char d'assaut, c'est quand même assez lourd. Effectivement. Puis il l'a rapetissé, puis là, il l'a agrandi. Ok, c'était pour se sauver, mais. À ce niveau-là, je pense que c'est juste parce qu'ils sont conscients, d'après moi, que ça semble niaiseux à certains moments. Mais c'est parce que à un moment donné, il faut comme se dire que c'est un film. Puis j'ai bien aimé le concept des Hot Wheels, il y a comme un jeu d'Hot Wheels. Oui, j'aimais ça. Son véhicule dedans. C'est vraiment bien pensé. Puis tous ces véhicules ont une machine pour rapetisser puis grandir. Oui. J'ai aimé le concept. Je m'attendais à un moment donné qu'un des véhicules grossisse. Vraiment, genre gros comme un e-bum, tu sais, pour la joke. Mais non, ils font juste rapetisser. Puis ça fait des belles scènes de course-poursuite. Souvent, à un moment donné, ils sautent en bas d'une pente, puis t'as comme le ralenti, comme. Tu sais, cette petite auto, puis l'autre gros auto, derrière qui le Ça aurait été malade qui pitche des autos, puis qui fait assez grossir dans les airs. Ah, ça aurait été débile. Ça aurait été fou. Ça aurait été. Il aurait pu faire un effet de scène comme à la rapide dangereux quand ils font tomber des autos de building. Oh, ouais. J'ai aimé aussi le fait qu'ils prennent comme un camion, Ant-Man prend comme un camion remorque, puis genre il fait juste comme un peu de skate avec, genre. Oui. Ça donne des belles scènes, puis je trouve ça intéressant aussi quand il va chercher la bâtisse dans l'eau, puis qui est comme genre ultra géant, là. Il sent pas bien. Ouais. Parce que c'est comme trop grand, là. Ah, ben, si on apprend, il y a une limite de particules que tu peux encaisser. Puis ça l'a fait tomber des pommes, puis là, la guêpe vient le sauver. J'ai bien aimé les combats dans la poursuite d'auto avec la guêpe quand elle saute d'un char, puis elle se bat dans l'autre char. C'est. Le bout que Ant-Man se promène quand il fait genre comme juste 2 pieds, là. Il se promène genre avec le kangourou bleu. Ouais, j'en ai parlé tantôt, hein. Ouais? Oui. Je devais que c'est Ouais. Mais j'en ai parlé, mais oui, quand il était enfant, puis que Michael Douglas fait des jokes sur lui quand il est retourné dans le camion. Ouais. J'ai dit que c'était ma scène préférée. Mais c'est très comique. Quand il va, Pym s'en va dans les atomes, justement, là. Le monde quantique. Ouais, il y a vraiment des. C'est visuellement super. Ah, beau, c'est incroyable, là. Pour vrai, C'est ce moment qu'il y a une tension dans le film. Parce que là, l'action, on n'a pas peur pour les personnages parce qu'ils se débrouillent bien. À ce moment-là, à un moment donné, il y a une tension qu'on a l'impression que ça se peut qu'Hank Pym ne réussit pas sa mission. Et j'ai bien aimé ce côté-là, puis ça amené une belle scène émouvante. Même si on n'a pas connu le personnage de la mère avant ça, c'est très bien amené et c'est très touchant. Je dirais que c'est aussi ça amène aussi une des faiblesses du film dans la mesure que la méchante, finalement, elle n'est pas si méchante que ça, puis elle n'est pas très. elle est plus humaine. C'est parce que la fille, elle a mal. Ouais, elle a mal. Fait que ça je me dis, j'imagine, t'as la colère qui monte, là, tu sais. Oui, t'as la colère qui monte, mais je veux dire, dans la mesure qu'il n'y a pas très une grande menace, parce qu'ils se battent un peu contre elle, mais on voit que c'est pas des gros combats. Il la repousse assez facilement, puis. Il la piège facilement aussi. Là. Oui, c'est pas très marquant. Puis le côté que Bill Foster est un peu méchant, ça m'a un peu dérangé, étant donné que je connaissais le personnage. Ça m'a un peu dérangé parce que je trouvais que ses intentions étaient nobles, genre. Ouais, ben c'est là que c'était correct, mais je sais pas, du coup, ça m'a saisi. Je suis comme, c'est ça qui travaille pour la méchante, puis. Mais dans l'ensemble, ça se tenait bien. Le cameo de Stanley, je l'ai trouvé très drôle. Ouais, puis il a parlé, c'est rare qu'il le fait, mais là il a parlé. Ouais, dans Gardien de la Galaxie, tu le fais aussi. Ouais, mais c'est des rares aussi qui parlait. Mais vu son âge et son état de santé, j'ai bien aimé son petit caméo aussi. J'ai là. pris un coup de vieux aussi quand je l'ai vu, j'ai fait oh. Mais il a genre 92 ans là. Il a 92 ans, mais il est très malade. Puis il a fait de moins en moins de caméos dans ses films. Ouais, ben, Il a pas pu le faire pour Deadpool 2. Puis pour Avenger non plus, c'était une pancarte dans Avenger. Je me rappelle pas, il est pas là dans Avengers? Non, dans Avenger, il conduit un boss, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, Tu as mis un doute là? C'est dans Black Panthers, y a-tu un caméo dans Black Panthers? Je vais googler en attendant. Ah oui, non, je me rappelle pas qu'il y en a dans Black Panthers. Bref, je sais que maintenant il fait moins de caméos, mais je sais. C'est juste pour des raisons de santé. Ouais, puis pour les séries à part du temps, il y a une série Marvel, on le met dans une affiche. Donc ça, c'est moins compliqué pour lui. Ça fait quand même une belle référence. Ah oui, là, effectivement. C'était né apparence Black Panthers 2018. Il est vraiment là, je l'avais oublié. Ah oui, il joue sur une table de poker.
Ah ouais. Je me rappelle là. Excusez-moi, on avait un petit blanc. Mais je pense que ça fait pas mal le tour des scènes marquantes du film. On l'a pas générique, on peut en parler. Oui, ben c'est là que je vais arriver. Parce que une des choses qui est surprenante du film, c'est que le film n'explique pas où était Ant-Man, ou que le fait que le film se passe en même temps qu'Avenger. On comprend à la fin du film. Et c'est dans la scène post-générique, la première, parce qu'il y en a deux, qui explique pourquoi Ant-Man n'était pas dans Avengers. C'est la question que tout le monde se posait. Même les acteurs d'Avengers ont fait un teaser pour Ant-Man disant ben, You Ant-Man, je pense que je l'ai peut-être vu dans le film quelque part là. T'avais genre Doctor Strange, Drax, t'avais plein d'autres acteurs qui faisaient ça, puis à la fin t'avais juste Ant-Man, t'es comme ben, voyez mon film pour le savoir là. Ouais. Ben, tu sais, la vraie raison, c'est parce qu'il devait tourner Ant-Man en même temps qu'Avengers. Probablement, Oui. Mais ce qui est bien, c'est que les Avengers ont été tournés où l'action se déroulait à New York. Là, ou si je me trompe pas, Londres ou un peu. Et au Wakanda. Ben, ils vont au Wakanda, à Londres, ils vont un peu partout, mais ils vont pas un peu partout. Mais il y a peut-être le début avec pas Captain America, mais l'autre là, Iron Man. Iron Man, c'est à New York, si je me trompe pas. Non, mais c'est porté par Doctor Strange. Il marche avec Potts. Doctor Strange dans son bureau de New York, parce que Hulk tombe là, il tombe à New York dans le bureau de ça se passe quand? C'est comme un peu avant l'évasion? Ou... Ben, c'est à non, parce que c'est claquement de doigts, il se fait à la fin. Fait que ça arrivait pendant que ça arrivait. Dans le fond, quand le claquement de doigts se fait dans Thanos dans Infinity War, c'est là que tout le monde disparaît. Ouais. Fait que ça veut dire que pendant tout ça, pendant les autres faisaient des expériences sur le toit, ben il y avait les Avengers qui se battaient. Oui, au Wakanda. Mais pourquoi il était pas là? Mais c'est le fun, c'est que l'action de Ant-Man se déroule à San Francisco. Ouais. Puis ce que je trouve dommage du film, c'est que oui, le journal télévisé va parler on a vu une grande bête géante dans la baie de San Francisco, mais jamais ils vont parler de l'invasion extraterrestre à New York. Jamais tu vois ce qui s'est passé à New York, au Wakanda ou ailleurs dans le monde. Parce que oui, il y a eu de la casse ailleurs dans le monde pendant Avengers, me semble. Mais faut donner que côté mise en scène, quand on voit que les poussières sont arrivées, qui sont tombées, la petite poussière, je l'ai encore sur le cœur. Ou même que la fourmi joue du drum, ça donne quand même un son parce qu'en arrière, il n'y a aucun bruit. Comme si tu voyais que la moitié du monde avait disparu. D'ailleurs, dans la deuxième scène, juste avant qu'on voit la fourmi, ça commence dans le salon, puis si on regarde la TV, c'est écrit que l'émission est annulée, puis c'est comme des lignes bleues, vert, jaune, pour montrer qu'il n'y a pas d'émission. Puis pour la première scène, je l'ai mentionné, c'est dans la fois qu'ils font des expériences sur un toit, et Ant-Man doit aller dans la zone quantique récupérer de l'énergie pour la méchante Ghost, qui est plus méchante dans le fond parce qu'elle est guérie d'une certaine façon. Et il s'en va là, et il doit revenir, puis il arrive pour revenir, il attend le signal, puis il n'y a pas de réponse, puis il commence à capoter. Là, on revient dans le présent, puis on voit que les trois tombent en fumée. Est-ce que Ghost est un super-héros en soi ou c'est un méchant? Ben, c'est un méchant, mais il est pas mal différent de ce qu'on a vu dans le film. Je connaissais pas le méchant à la base. Parce que son histoire n'est pas close, là, techniquement. J'ai l'impression que Laurence Fishburne et elle vont revenir. Là. Ben, ça peut être possible dans la mesure qu'ils ont une tendance à vouloir créer des méchants. Ils le font de temps en temps à Marvel, et ça peut être bien. Après être utilisé comme méchant, puis j'étais allé voir, puis je me demandais c'était qui Ghost. Et là aussi le mercenaire qu'on voit aussi qui joue. C'est un homme à la base Ghost, right? Ouais, c'est un homme. Mais les deux méchants du film, c'est des méchants d'Iron Man. Ah ouais? Ouais, les deux méchants du film, c'est des méchants d'Iron Man. Sony, c'est un méchant d'Iron Man? J'ai aimé, hein, by the way, Sony, je l'ai trouvé vraiment intéressant comme personnage, il me faisait rire. Ben écoute, moi je l'avais dit, il y a une gueule de méchant ce gars-là. Ah ouais, tu l'as dit pendant le film. Puis mais il y avait un rôle très similaire à Tomb Raider, je l'ai dit en gag. Là. Il appelle chercher des artefacts, il cherche des technologies. Là. Genre. Comme, tu vas me donner des technologies. Non, ben j'avais tout tué pour avoir les technologies. Mais il y avait un bon rôle. Je veux dire, il est bon pour ça. Donc, c'est pas mal ça pour le film. Et ça donne hâte de voir le prochain Avenger dans la mesure que là, la guêpe, les Ant-Man, Hank Pym puis Janet ont disparu. Et Ant-Man est pris dans une quantique, donc il faut que quelqu'un vienne le chercher parce qu'il est pris là. Et encore une fois, il sera peut-être pas dans les prochains Avengers. Non, il est confirmé dans le prochain Avengers. Il y a même ça des photos de tournage. Ouais, dans les photos de tournage, on le voit sur le costume rouge, puis même la tête est là. Ben, les rumeurs veulent que Ant-Man puis Captain Marvel soient comme les vrais héros du prochain Avengers. Genre. Mais on sait pas qui va. On sait pas qui va le sauver dans le fond. Pas encore. Ma théorie, c'est qu'il y a sûrement qu'ils vont rétablir le tout. Puis Hank Pym, en réapparaissant, il va comme activer la machine. Adam va sortir, genre un truc comme ça. Ou Adam va trouver une solution par lui-même pour revenir. Il n'y aura pas le choix, en fait. À moins. Non. Comme je dis, si la réalité s'est rétablie, Hank Pym va réapparaître. Il va pouvoir activer la machine. Puis Ant-Man va pouvoir sortir de là. Donc ça se peut que ce soit pas au début du film. Puis qu'à milieu du film, ils vont faire apparaître Ant-Man
Puis là, c'est là qui va être intéressant. C'est une possibilité. Puis dernière petite conclusion avant qu'on y aille. Ant-Man qui devient Michelle Pfeiffer, là, qui fait comme je t'aime tellement, Hank. Ah oui, j'ai aimé ces petites C'était scènes. vraiment drôle. Ah, c'était drôle, oui. Non, c'était bien trouvé. Je voulais le rajouter. Bref, on va aller avec notre note. Je vais essayer de commencer. Ben, j'ai bien apprécié le film, donc je fais un 3.5. Un 3.5. Parfait. Max? Moi j'ai trouvé ça bon, j'ai eu du plaisir. C'est pas un film qui est excellent, c'est un Donc, bon un divertissement. Non, quand même. Mais j'ai eu du plaisir, les acteurs sont bons, les personnages sont bons, les méchants sont les méchants sont bons. Il y a une belle mise en scène. C'est pas le film qui sort le plus du lot de Marvel. C'est probablement le plus film de transition, c'est plate à dire. Mais j'ai eu du fun tout le long. C'est ce qui est important quand tu vas voir un film de blockbuster au cinéma. Si t'arrives là pour avoir le savoir-off et t'es diverti, tu le sais que t'as eu ce que tu voulais. Je donne un 3 sur 5 sans hésiter, mais c'est loin d'être un mauvais film, c'était un bon film. Moi, je suis dans la même lignée qu'Hugo, je donne 3.5 sur 5. C'est un bon film action-comédie. Pour certains points, il est meilleur que le premier. L'action est incroyable. J'adore les effets spéciaux de ce film-là. On voit que c'est travaillé. Autant les flashbacks que les agrandissements et les scènes quand elles sont miniatures. On voit que c'est réaliste. L'acteur, le casting est 5 étoiles. Vraiment, c'est très bon. Il n'y a pas de longueur vraiment. Je dirais que le principal défaut du film, c'est que les méchants sont un peu mous. Même s'ils sont quand même attachants en soi, ils apportent un côté plus humain qu'on aime beaucoup. C'est un peu le défaut de plusieurs autres films de super-héros, par exemple DC. Ils ont tendance à mettre des monstres de l'espace qui sont déshumanisés. Ça fait un peu décrocher. Dans ce cas-ci, quand c'est un méchant humain, on est plus porté à porter attention à ce méchant-là. Donc c'est une force pour ce film-là. Donc pour toutes ces raisons, 3.5 sur 5. Et c'est déjà tout pour notre podcast. Vous pouvez me suivre moi, Mathieu Beclevo, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Talon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre Hugo Maze sur Facebook. Et vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Balado Québec, Canal Cinéma le 109 CHI les samedis soirs dès 20h. Et on vous annonce qu'on tombe en vacances. Yes, 3 semaines. 2 à 3 semaines, c'est pas encore confirmé. Ah non, on n'a pas confirmé à 3. On n'a pas confirmé à 3. Donc on en reparlera après, mais on prend des vacances pour au moins 2 semaines, ça c'est certain. On en reparlera pour voir si c'est 3 semaines, mais on prend 2 semaines bien méritées, je crois. On a bien travaillé fort. Et on va sûrement revenir avec Mission Impossible, un des gros autres films qui va sortir cet été. Donc voilà, donc on vous dit restez à l'écoute. And I always love you.